Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast gastronomique Parler Cuisine, présenté par Marc et Guy. Pour certains d'entre vous, c'est même l'heure de promener le chien. C'est l'épisode 92. Bonjour à tous et à toutes, bonjour à toi chère auditrice, bonjour Muriel, Janivette, André, Jessica, bonjour à vous toutes qui nous écoutez avec grande attention. Au micro c'est Marc, je vous retrouve avec Guy. Bonjour Guy. Bonjour Marc et bonjour à toutes celles et tous ceux que tu viens de citer. Voilà, donc aujourd'hui épisode spécial, on va répondre aux questions des auditeurs et des auditrices qui ont pris la peine de nous envoyer des messages charmants et gentils sur la page Facebook ou sur notre email question@parlercuisine.com. Parler, Oui. P-A-R-L-E-R-C-U-I-S-I-N-E.com. Voilà. Et donc... Oui, je dois reconnaître que tu m'as lu les messages avant qu'on enregistre l'émission maintenant et que ça fait très très plaisir parce que nous sommes restés tout un temps sans avoir de correspondance avec nos auditeurs et puis maintenant, tout d'un coup, nous avons régulièrement une interaction et ça fait vraiment plaisir et ça donne surtout envie de continuer. Voilà, donc on essaie un petit... J'ai l'impression que c'est l'effet Paris. Depuis qu'on a été à Paris pour l'événement MP3, j'ai l'impression que les gens commencent à nous écrire. Je sais pas, c'est des ondes positives. Bref, Guy est sur un petit nuage. Donc on a André qui apparemment nous écrit de Lyon, qui nous écrit tout simplement « Belle émission, félicitations, cordialement ». Merci André, ça fait plaisir. Ça coûte rien. Donc, si vous aussi, vous n'avez pas encore envoyé votre petit message sur la page Facebook, ben allez-y, comme André. D'ailleurs, j'ai oublié de demander à André, tu nous écoutes comment ? Il faut dire, qu'est-ce que tu fais quand tu nous écoutes en même temps ? Et surtout, comment tu nous as découvert ? Parce que ça, c'est une question que j'aime beaucoup poser aux gens qui nous ont envoyé un message. C'est, oui, tiens, d'ailleurs, comment tu nous écoutes et comment tu nous as découvert ? Comme par exemple, il y avait... je crois que j'ai déjà cité Muriel. C'est une Française, une Provençale qui habite en Thaïlande. Voilà, je retrouve le message qui me dit que du bonheur, merci de tout cœur, j'apprends tellement de choses, c'est passionnant. Une émission de très grande qualité qui sort franchement du lot. Voilà. Donc je lui demande comment est-ce qu'elle nous a découvert. Elle dit qu'elle nous a découvert tout simplement sur Player FM. Effectivement, on est sur beaucoup d'applications de podcast, donc si vous aussi, vous avez une application podcast, vous connaissez des gens qui vont traîner un peu sur les applications podcast. Je sais que Player FM arrive assez haut dans les résultats de recherche quand on cherche le podcast Parler Cuisine sur Google, par exemple. Bref. Et qu'est-ce qu'elle dit ? Oui, donc elle a trouvé le podcast sur Player FM. Il est très difficile d'avoir des émissions de qualité où les gens savent de quoi parlent avec un vocabulaire d'une grande richesse et beaucoup de pédagogie. Ils oublient à qui ils s'adressent. Soit c'est du gargarisme ou ils prennent des auditeurs pour des kisses. Là, je regarde avec un grand sourire en me disant, mais... Pour une émission culinaire, c'est à ta propos, évidemment. Oui, mais c'est des autres podcasts de cuisine qu'elle parle là, ou bien c'est des autres podcasts en général ? Parce que, bon, on a des autres podcasts qui sont bien, quoi. Oui. À mon avis, c'était plutôt un podcast culinaire duquel elle parlait, non ? Oui. Bon, ben, enfin, je le suppose. Je vous remercie de votre fidélité parce que effectivement, j'en discutais l'autre jour justement à Paris avec quelqu'un on parlait de cet avènement de tous ces podcasts culinaires. J'ai dit mais nous on est un podcast comme on trouve beaucoup aux États-Unis de gens qui partagent leur passion. Comme Guy partage son savoir, alors que les autres podcasts de cuisine, ce sont des gens qui font des interviews de chefs, qui font des interviews de gens passionnés de cuisine. Ne crachons pas dans la soupe, les interviews de chefs ne sont pas forcément à rejeter, hein, Marc ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Et si on s'y mettait un peu de notre côté ? Voilà. C'est prévu. Bon, on va commencer très modestement. Je crois qu'on a peut-être quelque chose qui s'aligne cet été. Mais on ne va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, donc on ne va pas en parler maintenant. Non, mais en Belgique, ce sera la surprise du chef. Hein. En Belgique, on dit qu'il ne faut pas vendre la peau de la charrue avant d'avoir tué les bœufs. Voilà. Donc, je continue. Je me régale pendant la promenade du chien qui écoute aussi. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié de lui demander il s'appelle comment son chien, parce que si le chien nous écoute aussi, ben, j'espère qu'il apprécie. Quand le générique commence, c'est que nous partons en promenade. Et comme je conduis des tramways, là aussi, et dans mes bus, tout le monde en profite. Bonjour les passagers du tramway de Janivette, j'espère qu'elle conduit bien. Et puis, j'espère que... abonnez-vous au Parler Cuisine. Recherchez sur votre application de podcast parce qu'on est même sur Google Podcast. Google a
Android, sur votre appareil Android, il y a Google qui a lancé une application native de podcast. Elle n'est pas encore par défaut sur Android. Il faut aller la télécharger sur Google Play. Et on est dessus. Vous recherchez pas les cuisines. Et puis, nous allons en profiter pour saluer, comme nous connaissons la localisation de notre auditrice, nous allons en profiter pour saluer la Bretagne dans son ensemble, et en particulier le Finistère, qui est une région que je connais pour m'y être rendu il y a 2-3 ans. D'après ce que nous savons, c'est plutôt au nord que notre auditrice officie. Oui, elle m'a dit qu'elle vient du Finistère Nord. Tandis que moi, je connais le Finistère Sud avec la baie d'Audierne où j'ai eu le plaisir de loger et toute la presqu'île de Quiberon, etc. Mais enfin, saluons la Bretagne, c'est une superbe région d'un point de vue, je dirais, paysage, géographie, histoire, monuments, sites et surtout gastronomique parce que en Bretagne, la mer est présente quasiment sur les 3/4 de son périmètre. Il y a énormément en plus de baies, de criques, les plus jolies les unes que les autres. Et les produits de la pêche sont disponibles à des prix extrêmement intéressants et ça permet de faire toute une série de recettes superbes. Voilà. Je ne peux qu'aimer la Bretagne vu que c'est là que je me suis marié. Et en plus, c'est là que tu t'es marié. Je me suis marié à Rennes. C'est vraiment l'entrée de la Bretagne. Ce n'est pas le Finistère. Le Finistère, c'est la capitale. De la Bretagne. C'est la capitale avec Nantes, mais oui, avec Nantes. N'oublions quand même pas Nantes. Sinon, tu vas créer un schisme là-bas en Bretagne. Oui. Il y a 2 capitales en Bretagne officiellement. Il y en a une qui n'est plus en Bretagne actuellement, c'est Nantes, mais enfin. Oui. Le château d'Anne de Bretagne, il se trouve quand même à Nantes. Oui. Bref, c'est vrai que là-bas, le marché des Lys à Rennes, les rayons de poissons. Dans les supermarchés sont extraordinaires. Ils sont extraordinaires parce que dans un magasin, dans une petite localité qui est un beau village, on va dire, vous avez des rayons de poissons comme dans les grandes surfaces belges, mais dans les grandes villes et dans les très grandes villes. En fait, c'est un peu normal. Oui, alors le produit est à disposition, évidemment. Mais non, tu crois pas si bien dire. Moi, j'habite sur une île maintenant, de l'autre côté de la Manche. On est entouré d'eau, on est entouré de mer avec les mêmes poissons dedans. Eh bien, supermarché, le rayon de poissons, il fait quoi, 3 mètres carrés? Et c'est tout. Oui, c'est ça. Et t'as genre 5 espèces de poissons à tout casser. Oui, j'étais très déçu, effectivement. Je suis allé en Angleterre certainement 25 fois dans ma vie, au moins. Et en Écosse également. Et alors, c'est anecdotique, je repère sur le guide vert Michelin un port en Écosse, sur la façade est de l'Écosse, et qui était le grand port de pêche de la coquille Saint-Jacques en Écosse. Mais je ne sais pas si j'en ai parlé sur antenne, je ne m'en rappelle pas. Moi, je m'en rappelle. Et alors, je dis avec l'ami avec qui j'étais parti, je dis, on va aller dans le port en question, il y a certainement bien des restaurants, on va pouvoir prendre de la coquille Saint-Jacques sous toutes ses formes. On arrive là autour du port, c'est un port, je vais dire, industrieux, un petit port mais industrieux. Pas de restaurant, pas de pub, enfin vraiment j'étais déçu. Et alors nous reprenons la route très déçus de ne rien trouver, puis on voit un petit restaurant, c'était un restaurant, je dirais isolé sur une route, une chaussée. Et puis nous sommes entrés, on a regardé la carte, il y avait juste du fish and chips de variété, puis c'était tout, pas un crustacé, pas un coquillage, rien du tout. Or on était là à 4-5 kilomètres, je dirais, du fameux port en question. Donc c'est vrai que selon la culture, et là la Grande-Bretagne a de très 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 beaux produits. Il faut reconnaître que quand on va, on a déjà fait des courses ensemble à Londres, etc. Ils ont de tout. Ils ont des fromages superbes qui n'ont rien à envier au fromage français. Ils ont de la viande extraordinaire. Ils ont des poissons. Ils ont des poissons quand même. En tout cas, la possibilité. Je vais dire, d'avoir des étals de poissons et dans les grandes villes, quand on va dans un beau magasin, évidemment. C'est pas les eaux de pêche qui leur manquent, Voilà, c'est pas les eaux. Et en plus, je sais que la Belgique commercialise des poissons qui viennent directement d'Écosse, et la France aussi d'ailleurs. Donc les Britanniques et les Écossais exportent énormément de leurs poissons de toutes sortes, aussi bien de la façade atlantique que de la façade mer du Nord. Mais eux-mêmes, à part le fish and chips, sont seulement ce qui préparent avec leurs poissons. C'est vraiment dommage. Ouais, ça doit être un peu comme en Espagne, quand il y a une époque de ma vie où mes parents avaient la bonne idée d'aller vivre en Espagne. Et on s'était dit, chouette, on va avoir des beaux fruits, des beaux légumes, mais ce qu'on trouvait là-bas sur les marchés était déplorable. Oui. Déplorable parce que tout partait à l'exportation, c'est peut-être ça. Mais bref. Et si je revenais un peu à Jeanne Yvette, qui conduit ses trams,
D'ailleurs, je serais curieux de savoir comment on appelle une conductrice de tramway en France, parce que moi, j'habitais à Bruxelles. Quand j'ai habité à Bruxelles, j'habitais 15 ans, à côté du dépôt de tram. On appelle ça un Wattman ou une Wattwoman, je suppose. Je sais que c'est un Wattman, parce que c'était principalement des hommes qui conduisaient mais ce serait une Wattwoman. On appelle ça un Wattman à Bruxelles. Et d'ailleurs, devant chaque dépôt de tram, tu as un café qui s'appelle le Wattman. Le Wattman, oui, exactement. Ça, c'est vrai. Ça, c'est exact. Et non, mais moi, j'aime beaucoup les véhicules sur rail. Et dès qu'il y avait porte ouverte ou qu'il y avait présentation d'un nouveau véhicule, ils faisaient chaque fois un événement au dépôt de tram. Moi, j'avais que le tour du bloc à faire pour m'y rendre. Et c'était toujours très intéressant. Tu pouvais t'asseoir. Bon, bref, savoir que Bruxelles a une longue histoire d'amour avec son tram. Ils n'ont jamais perdu leur tram, d'ailleurs. Non, c'est pas comme toujours, à Paris. Hein. C'est depuis qu'ils et à Paris, on en a remis. Hein. Ils l'ont remis. Voilà. Comme à Londres aussi, ils ont commencé à le remettre. Dans beaucoup de villes en France, ils ont commencé à le remettre parce qu'il l'avait retiré après la guerre, alors qu'en Belgique, à Bruxelles, on l'a toujours gardé. Je préfère quand même le métro parce que je trouve que le fait qu'on mette le transport sous terre dégage de l'espace en l'air, enfin sur terre. Donc, je préfère le métro, mais ça coûte quand même beaucoup plus cher. Hein. Dites, notre amie, est-ce qu'elle n'avait pas une question à nous poser par hasard? Oui, voilà. Elle terminait, donc par des grands encouragements, et elle posait la question « Est-ce que je suis hors sujet si je vous demande de parler des bons livres de cuisine ?» Pour ma part, je me suis arrêté vers les années 80. Après, je trouve qu'ils sont creux, sans grand intérêt pour ma part. Alors, je vais faire une petite réponse quand même, puisque nous avons une question. Ma collection de livres de cuisine, forcément, remonte à il y a quelques dizaines d'années, malgré tout. Et c'est vrai que je trouve que les livres de certaines collections des années 80 étaient super bien faits, très pédagogiques, et on pouvait faire les recettes. Alors, il y a de très beaux livres actuellement, mais on tombe dans le travers suivant. Soit ce sont des livres qui sont faits par de très grands professionnels, et là je pourrais en citer, et qui sont très bien faits, mais qui coûtent généralement très cher. Ou alors ce sont des livres qui sont maintenant devenus des livres de vulgarisation, mais qui ne permettent pas toujours, si on applique réellement la recette, de la réaliser pour avoir un résultat tel que celui qui apparaît généralement en photo. Et ça, c'est un peu malheureux parce que sur les photos. Il chipote sur les photos, et j'ai encore regardé ici. Chaque fois que je vais dans un rayon, dans une grande surface ou une librairie, évidemment, je feuillette. Et ici, j'ai encore trouvé un livre qui était pas mal fait au niveau des photos et au niveau des recettes. Et j'ai dit, ben non, il y a une erreur, on a oublié tel ingrédient, de le mettre dans la recette. Donc, il apparaît en tout cas dans la liste des ingrédients. Et puis, dans le traitement de la recette, donc la manière de s'y prendre, on n'en parle plus. Et je dis, mais la personne qui n'est pas un peu avertie... parce que tu prépares tes ingrédients, puis tu dis, mais je fais quoi avec ça? Oui, voilà. Mais disons que c'est implicite, mais ce n'est pas explicite. Je dis que la personne qui n'est pas compétente parce qu'elle ne connaît pas trop la cuisine, elle va se torturer l'esprit en disant, mais ça, je le mets quand, et je le mets où, et je le mets comment? Et ça, je trouve ça un petit peu dommage. En fait, il faudrait que ce soit relu et re-relu par des personnes compétentes qui vont dire, attention, là, il y a un os parce que vous avez cité tel produit dans les ingrédients, et puis vous ne le mettez plus dans le traitement. Voilà, là tu tends une perche, hein. Donc je tiens à signaler, si vous connaissez Si vous connaissez des auteurs de livres de cuisine ou si vous êtes vous-même l'auteur de livres de cuisine, Guy se propose de relire votre livre. Il va repérer tout parce que c'est un professeur. Il a l'œil entraîné depuis maintenant 30 ans à retrouver les erreurs tout de suite. Depuis 30 ans, depuis plus de 30 ans, j'ai dû corriger suffisamment d'interrogations et d'examens pour pouvoir dire, tiens, là, à un élève, tu as oublié ceci ou tu as oublié cela. Donc j'ai un regard, je vais dire, un regard particulier qui fait que je repère très très rapidement les erreurs ou les oublis en tout cas. Voilà. Donc toi tu peux dire que si un livre est bon et tu sais expliquer pourquoi il est pas bon. Revenons maintenant à nos explications. Alors il y a toujours des livres qui sont extraordinaires et surtout aussi des revues extraordinaires. Il n'y a jamais eu autant de revues qu'actuellement sur la cuisine. Bon, je me demande si l'effet de mode n'est pas un petit peu en train de retomber, mais les émissions culinaires de tous ordres qu'on trouve sur toutes les chaînes de télévision maintenant, sous forme de concours, on va dire ça comme ça. Par rapport à il y a 10 ans, c'est extraordinaire. Ah oui, c'est extraordinaire. Alors au niveau de la photographie, c'est extraordinaire. Au niveau, je dirais, de l'originalité, c'est extraordinaire. Enfin, on trouve vraiment de tout. Il faut pouvoir y mettre le prix. Mais alors, quand on y met le prix, on a affaire à de très très grands chefs qui utilisent de plus en plus, je dirais, des moyens techniques que la ménagère, disons, n'a pas.
Je pense par exemple au niveau des desserts à tous ces moules en silicone qui permettent d'avoir des formes, des textures, des choses pareilles. Je pense également à toutes ces matières qui permettent de faire des mousses dans des siphons, etc. Ça m'énerve, où tu dois acheter un ustensile pour une recette et finalement tu n'utilises que pour ça et après ça traîne dans tes tiroirs, ou alors tu achètes un ingrédient pour une recette et puis tu vas pas l'utiliser par ailleurs et puis ça traîne dans tes placards. C'est-à-dire que bon, quand on achète, je vais prendre un exemple, j'ai donné ce genre de recette également quand on a fait les confitures l'année passée. J'en avais une qui contenait du gruet de cacao. Alors le gruet de cacao, qu'est-ce que c'est? C'est donc du cacao broyé, torréfié, qui donne du croquant, qui donne évidemment un goût chocolat à vos produits. Il est évident que si vous achetez un paquet de 200 grammes de gruet, duquel vous avez besoin de 50-60 grammes, il va rester dans votre armoire. Voilà. Mais c'est également à vous, par la suite, à utiliser dans une autre recette, ne serait-ce que pour saupoudrer sur une glace, par exemple, à utiliser ce produit, parce qu'effectivement, comme vous dites, si on l'a acheté que pour une recette déterminée et qu'on n'a pas l'idée de l'utiliser dans un autre usage, ça reste dans l'armoire, et puis après, dans un an ou deux, quand on vide une fois son placard, on se dit, ce truc-là, il est ranci, c'est périmé, je le jette. Et c'est vrai que ça, c'est le problème des produits qu'on doit acheter parfois dans une certaine quantité alors qu'on en a besoin de nettement moins, évidemment. Oui, mais bon, on avait envisagé de faire un épisode justement dans une librairie gourmande et pour l'instant on n'a pas encore eu l'occasion de pouvoir... Oui, et la librairie gourmande où je suis allé voir à Namur n'existe plus. Voilà, donc, c'est ça. Il y en avait une en Belgique et puis ils ont eu la bonne idée de fermer. Oui, voilà. Probablement que les affaires... Bon, il y a toujours la librairie gourmande à Paris, mais voilà, il faudrait qu'on se retrouve un jour à Paris. Ces gens-là. Disons qu'il ne faudrait pas débarquer là sans prévenir et sans signaler pourquoi on y va, évidemment. Donc, si vous avez une librairie de livres de cuisine et que vous voulez nous inviter, nous sommes prêts à nous déplacer. Donc, ça, c'est merci donc Jeanne-Yvette pour le message qu'il nous a envoyé. C'est vraiment très sympa. Donc, ça, c'était sa question. On a... Donc, je regarde encore un peu. Non, attends. Alors, là, maintenant, ça, c'était pour les messages Facebook. Sur la page Facebook. Il suffit de rechercher Parler Cuisine, podcast. Parler Cuisine, le podcast de la cuisine. Ça, c'est le titre complet de la page. Alors, on a aussi donc l'email. Alors, on a Fix qui nous a mis beaucoup de questions. Alors, il nous avait posé une question sur le persil, mais je me suis rendu compte qu'il avait encore envoyé des messages avant. Je peux les lire? Mais oui. Donc, il avait posé une question sur la sauce chocolat qu'il avait posée donc sur notre site. Là, je lui ai répondu. J'ai été mettre la question sur le site. Oui. Donc, faut savoir que chaque épisode a une page sur notre site. Et en bas de la page, vous pouvez mettre des commentaires et poser des questions. C'est là où il y a les notes de l'épisode. Donc, il y a moyen de retrouver tout ça sur le site parlescuisines.com. Et donc, tu avais donné une réponse très complète sur sa question sur le chocolat, qui a été très gentiment complété l'article. Et il revient avec d'autres questions. Donc, il y a 3 questions. La première, à quoi sert une pincée de sel? Point d'interrogation. Il me semble que ce n'est pas seulement pour le goût, mais qu'il y a une réaction chimique selon l'ingrédient avec lequel on le mélange. Entre parenthèses, vinaigre. Et dans ce cas, à quel moment utiliser la pincée? Alors, tout ça dépend. La pincée de sel, parfois on l'utilise d'ailleurs à tort. Je vais te donner le plus bel exemple. On utilise le sel à tort, c'est pour la cuisson des œufs durs ou des œufs mollets. Dans beaucoup de recettes, je vais dire, sur Internet, et même parfois des professionnels, mais c'est quand même plus rarement le cas des professionnels. On vous dit, voilà, il faut mettre du sel dans l'eau pour cuire des œufs durs, donc des œufs en coque, et alors on ajoute parfois un filet de vinaigre. Bon, non. Moi, j'ai retenu de quand j'étais à l'école, il y a donc très longtemps, et puis je l'ai quand même, disons, expérimenté du fait de mes études de biochimie. On ne met pas de sel dans l'eau dans laquelle on cuit des œufs en coque, voire même des œufs pochés. Pourquoi? Tout simplement parce que le sel a comme propriété de dissoudre, de liquéfier des protéines. Bon, les protéines, le blanc d'œuf, c'est une protéine, c'est de l'albumine, hydratée avec de l'eau. Lorsque vous mettez un œuf qui est froid, c'est-à-dire un grand or, dans de l'eau bouillante, bien souvent il éclate. Alors, il éclate pourquoi? Parce que la chambre à air qui se trouve, je dirais, du côté arrondi de l'œuf, donc opposé au côté pointu, l'air est froid, mais il va se dilater au contact de l'eau chaude, de l'eau bouillante très rapidement. Donc le volume de l'œuf va augmenter. Or, le volume de l'œuf, il est circonscrit par une coquille qui elle est solide, mais qui est fragile. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous avez votre œuf qui éclate.
il n'éclate pas évidemment là où il y a la chambre à air. Il va éclater, je dirais, sur son périmètre, là où il y a le blanc d'œuf. Donc vous avez par les fissures, quand tout va bien, il y a que des fissures, vous avez du blanc d'œuf qui sort et qui se répand dans l'eau. Si vous avez mis du sel, le sel, il va liquéfier le blanc d'œuf. C'est un petit peu comme la personne qui se coupe, qui saigne et qui serait hémophile. Donc le sang continue à couler. Dans ce cas-là, le blanc d'œuf continue à couler. Par contre, le vinaigre, lui, le vinaigre blanc d'alcool, mais les autres vinaigres aussi bien sûr, le vinaigre a un effet coagulant sur les protéines. Donc quand vous mettez du vinaigre dans l'eau, quand vous cuisez un œuf dans l'eau, en cas de rupture de la coquille, le vinaigre va coaguler les protéines du blanc d'œuf très rapidement et va empêcher, je vais dire, que le blanc d'œuf ne se répande en trop grande quantité dans l'eau. Donc voilà un petit peu l'histoire entre le sel et le vinaigre pour la cuisson des œufs. Alors quand est-ce qu'on met également du sel? On met également du sel lorsqu'on doit battre des blancs d'œufs. Alors vous allez comprendre que ce soit pour une meringue française donc qui est sucrée à froid ou une meringue italienne qui est sucrée à chaud avec un sirop de sucre bouillant, le fait de battre les œufs en mettant une pincée de sel va faciliter l'émulsion des œufs, du moins pas l'émulsion, en tout cas la montée en mousse, la montée en neige des blancs d'œufs. Donc c'est pour la réaction chimique. C'est une réaction qui est physico-chimique. On conseille d'ailleurs, ça c'est un grand conseil, c'est d'utiliser lorsqu'on veut faire une belle meringue, c'est d'utiliser des œufs qui ne sont pas des œufs trop frais. Donc je m'explique. Lorsque la poule vient de pondre l'œuf, vous pouvez regarder, quand vous cassez l'œuf, vous avez le blanc qui se trouve, je dirais, en deux parties. Vous avez une partie de blanc qui est plus compacte, qui est plus dense, qui se trouve autour du blanc, du jaune, et puis vous avez une partie qui est plus liquide, qui se trouve en périphérie. Et alors la partie la plus compacte, la plus dense, il faut éviter de la casser trop ou trop rapidement en tout cas quand on bat les œufs en neige. Donc c'est la raison pour laquelle on dit qu'il faut y aller doucement et qu'on commence toujours à battre des blancs d'œufs lentement d'abord et puis plus fermement ensuite. Alors le fait de mettre du sel va entre guillemets dissoudre, si je peux employer cette expression-là, mais qui n'est pas tout à fait correcte d'un point de vue physique, mais je dirais le sel va dissoudre le blanc d'œuf et va donc le liquéfier. Donc ça vous permet à ce moment-là de battre en meringue correcte des blancs d'œufs qui seraient des blancs d'œufs frais et non pas des blancs d'œufs qui auraient 8 jours à 15 jours. Maintenant, je rappelle donc utiliser de préférence des blancs d'œufs qui ont, je dirais, des œufs qui ont été pondus une quinzaine de jours avant, c'est mieux. Alors je rappelle, je l'ai déjà expliqué, lorsqu'on veut faire une meringue qui ne tourne pas, qui ne graine pas, parce que lorsque vous avez battu votre meringue et que vous dépassez, disons, un certain temps, un certain stade, elle va grainer. Vous avez à ce moment-là des blancs d'œufs qui ne tiennent pas bien, qui ne sont pas lisses. Tout le monde en a fait l'expérience. N'oubliez pas la petite pincée de tartre, de crème de tartre qu'on trouve chez le pharmacien, mais également sur Internet, et qui fait que vous pouvez battre vos blancs d'œufs pendant 1 heure sans qu'ils ne grainent. Donc ça, c'est également intéressant. Alors, on met parfois du sel dans de l'eau pour en augmenter légèrement la température. Pourquoi? Parce qu'il est connu que l'eau, traditionnellement, bout à 100 degrés, Celsius tout rond. Lorsqu'on met du sel dans de l'eau qui bout, vous verrez, l'eau va cesser de bouillir, et puis dès que le sel a été dissous dans l'eau, vous avez une ébullition qui reprend. Donc on va dire qu'on augmente de 1 ou 2 degrés, selon la quantité de sel, la température, mais ça c'est un petit peu anecdotique. Bien entendu, on met le sel dans tous les produits de type pâtisserie, parce que vous pouvez faire d'expérience, une génoise, même une crème pâtissière d'ailleurs, un cake, enfin tout ce que vous voulez. S'il est fait sans sel, il est nettement moins goûteux. Alors il en faut un tout petit peu, il ne faut pas en mettre énormément, mais quand vous faites une génoise, vous mettez une pincée de sel dans votre génoise et vous avez un goût qui relève le goût, voilà. Sans compter que le sel dans la génoise au départ, puisque c'est dans les œufs que vous allez battre, va également faciliter la montée de la génoise lorsque vous allez battre. C'est comme le pain, on va manger du pain sans sel. Du pain sans sel, alors vous n'avez jamais le même résultat quand vous salez votre pain, je dirais après, donc sur la tranche coupée, que quand vous mettez le sel au départ. Même chose pour les pommes de terre, si vous ne salez pas. Alors, il y a quand même une petite explication à donner au niveau des pommes de terre et des légumes en général. On dit oui, c'est le sel qui pénètre dans la pomme de terre et qui la sale. Et c'est la même chose pour les légumes. C'est un petit peu plus complexe que ça. En fait, il y a une question d'osmose dans cette histoire-là. Vous avez une solution qui est saturée en sels minéraux, que ce soit du sel ou autre chose, bien sûr. Et vous avez un légume qui, lui, au départ, contient également des sels minéraux. Si vous cuisez, par exemple, votre carotte dans de l'eau qui n'est pas salée,
ou dans laquelle vous n'avez pas mis du bouillon cube, par exemple, hein, vous allez avoir un passage des éléments, et c'est le même pour la viande, hein, un passage des éléments, disons, gustatifs et nutritifs qui vont sortir de la carotte et qui vont aller dans l'eau. Par contre, lorsque vous mettez du sel dans l'eau de cuisson, vous avez un effet osmose inverse qui fait que si vous saturez l'eau de cuisson avec un sel, vous gardez au niveau de l'aliment ses sels minéraux et son goût. Donc ce n'est pas toujours tant l'aliment qui est salé par le sel extérieur, mais c'est aussi parfois, pour une partie en tout cas, l'aliment qui garde ses sels minéraux propres. Oui. Et ça, c'est un mécanisme qu'on ne connaît pas toujours. On va prendre le cas de la cuisson des viandes, de type viande à blanquette, hein, des viandes qui sont cuites dans un liquide. C'est un peu la même chose. Lorsque vous voulez que le jus ait du goût, vous n'assaisonnez pas votre jus. Vous ne mettez pas de bouillon cube, vous ne mettez pas de sel, vous ne mettez rien. Et vous allez avoir un passage, je vais dire, des éléments de la viande vers le liquide. Alors, ce qu'il faut faire dans ce cas-là, hein, ça c'est un petit truc, c'est mettre par exemple, si vous souhaitez bien sûr après utiliser le liquide de cuisson pour faire votre sauce, il vaut mieux qu'il ait du goût, c'est toujours de saler non pas en début de cuisson, mais en cours de cuisson, voire de mettre vos bouillons cubes en cours de cuisson également. Comme ça, vous avez à ce moment-là un passage d'éléments de la viande vers le liquide qui va se faire au départ. Ça, c'est un petit truc. Okay. Alors, qu'est-ce que je pourrais encore donner comme exemple au niveau du sel? Le sel participe à la coloration des produits. Hein. Faites une pâte à pain, indépendamment du goût. Faites une pâte à brioche, dans laquelle, moi, je vois tout de suite, hein, lorsque j'étais en hôtellerie et que je donnais cours aux élèves, ils réalisaient une tarte, hein, donc avec une pâte briochée au départ, hein, une pâte donc qui contient des œufs, de la matière grasse et un peu de sucre. S'il n'y avait pas eu de sel dans la pâte, je voyais tout de suite la pâte, la croûte était un peu plus grisâtre, voilà, tout simplement, ça se voyait tout de suite. Lorsqu'on fait une dorure pour mettre sur les bords de tarte, hein, pour que l'aspect soit plus joli. Une pâte feuilletée. Une pâte feuilletée, oui. Ou bien une pâte levée, de nouveau. Hein. On utilise plusieurs types de dorures, j'en ai déjà parlé, c'est souvent à base d'œufs, c'est soit de l'œuf entier, soit du jaune et un petit peu d'eau, soit du jaune et un peu de lait concentré. Bon, on peut prendre plusieurs choses. Toujours mettre une petite pincée de sel dans la dorure parce que vous avez un plus beau résultat au niveau de la coloration après cuisson. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il ne faut pas oublier au niveau du sel. Et alors, dernier point, tout ce qui est mayonnaise, vinaigrette, etc. On oublie une chose, c'est que le sel se dissout très 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 bien dans les liquides qui contiennent de l'eau. Et il se dissout très 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 mal dans les huiles et dans les corps gras. Or, l'huile que vous employez, c'est un corps gras à 100% de matière grasse, contrairement au beurre qui lui contient une quinzaine de pourcents d'eau. Lorsqu'on sale du beurre, par exemple, lorsqu'on réalise du beurre, le sel va se dissoudre dans l'eau que le beurre contient. Et quand on met des cristaux un petit peu trop gras, et alors certaines marques commerciales en ont fait un petit peu leur étendard, hein, c'est de mettre du sel en flocon ou bien du sel breton qui est en grain un peu plus épais. Vous avez les grains qui restent par la suite dans le sel et c'est ce qu'on recherche dans ce cas-là. Alors je reviens à ce que je disais au niveau de la mayonnaise. La mayonnaise, elle contient de l'huile, mais qui contient 100% de matière grasse, l'huile, que ce soit de l'huile d'olive, l'huile de soja, n'importe laquelle. Donc vous devez toujours mettre le sel au départ, vous avez un meilleur résultat. Et dans quoi va-t-on mettre le sel quand on fait la mayonnaise au départ? On va le mettre sur le jaune d'œuf. Pourquoi? Parce que le jaune d'œuf, il contient 50% de matière grasse, d'accord, mais le reste, ce sont des protéines et de l'eau. Donc c'est la raison pour laquelle, en mettant le sel au départ sur le jaune d'œuf, vous allez avoir un résultat qui est mieux salé. Et il y aura une réaction chimique qui va se passer, c'est que le sel sur le jaune d'œuf, le sel va cuire le jaune d'œuf. Hein. Quand on dit cuire, c'est le cuire chimiquement. Hein. Le jaune d'œuf va devenir plus coloré, va devenir plus épais. Hein. Attention, toujours mélanger directement que vous avez mis le sel sur votre jaune d'œuf. Votre jaune d'œuf. Ne jamais laisser le sel et le jaune d'œuf en contact ensemble sans les mélanger. Hein. Sinon, vous allez à ce moment-là avoir des points jaunes dans votre mayonnaise qui ne seront pas très esthétiques et pas très bons d'un point de vue gastronomique. Voilà, ça, ce sont les exemples qui me viennent comme ça en tête. Je vous donnerai tout à l'heure une recette de mayonnaise un peu spéciale que j'ai eu l'occasion d'expérimenter et je voulais vraiment vous faire partager l'astuce. Je peux la donner maintenant, finalement. Hein. Ben oui, pourquoi attendre? Pourquoi attendre? En fait, je furetais évidemment pas mal sur Internet, vous vous en doutez, et je cherchais mayonnaise sans œufs. Et puis je me suis rendu compte qu'il y avait moyen de réaliser une mayonnaise vraiment tout à fait correcte et qui est bluffante, hein, il faut reconnaître,
en n'utilisant pas de jaune d'œuf. Alors, qu'est-ce qu'on met dans cette mayonnaise? On met du lait concentré, non sucré bien entendu, on met de l'huile, on met bien entendu un peu de sel, du poivre évidemment, et on met un petit peu de moutarde. Alors, je vous explique comment on fait, et je vous donne les quantités. Donc, je ne l'ai pas inventé, je l'ai trouvé, soyons clairs. Donc, vous avez besoin, par exemple, de 150 millilitres d'huile, donc c'est 1,5 décilitre. Vous avez besoin de 50 millilitres de lait condensé, donc ou concentré non sucré, lait entier dans ce cas-ci. On peut le faire avec du lait ordinaire, mais enfin, moi, je l'ai fait avec du lait concentré. Vous avez 15 millilitres de moutarde, c'est l'équivalent d'une cuillère à café, et puis du sel et du poivre. Je vais vous dire par expérience de la chose que j'ai testée. Il vous faudra peut-être un petit peu de jus de citron, un peu de vinaigre, et il vous faudra de toute façon un peu d'eau parce qu'on a une sauce qui est vraiment très épaisse. Alors comment est-ce qu'on s'y prend? On prend son mixeur plongeur, donc le mixeur qui sert à passer le potage. On prend un récipient généralement qui est livré dans la boîte avec le mixeur en question, donc un récipient étroit et haut de préférence. On met dans le fond le lait. On met la moutarde, on met le sel dans le lait, comme ça le sel va se dissoudre dans le lait qui contient quand même pas mal d'eau. Et puis on met le pied du mixeur donc dans le lait, et puis on verse la quantité d'huile au-dessus, donc au-dessus du lait. Comme l'huile est plus légère, elle va donc flotter, elle va surnager. Ensuite vous mettez tout simplement votre mixeur en route. Vous allez d'abord émulsionner ensemble le lait avec la moutarde. Et ensuite, progressivement, vous allez faire voyager votre mixeur tout doucement, je dirais en le bassinant gauche-droite comme ça dans le mélange. Et puis vous allez forcément le remonter. Et vous avez votre mayonnaise qui va apparaître instantanément. Et au fur et à mesure, je crois qu'il faut 10 secondes. Vous avez une mayonnaise qui est très 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 correcte, qui a un très bel aspect, qui est crémeuse. Et puis, si vous rajoutez un peu de vinaigre, vous la goûtez évidemment, si vous rajoutez un tout petit peu de vinaigre ou de jus de citron, vous allez encore l'épaissir. Et là, il n'y a qu'une solution pour la liquéfier légèrement, si vous la voulez un peu plus liquide, c'est de rajouter éventuellement soit de la crème, soit de l'eau. Et de l'huile, vous allez continuer à émulsionner et avoir quelque chose de dur. Donc il faut rajouter carrément de l'eau à la limite, 2-3 cuillères, il n'en faut pas plus. Et vous avez une mayonnaise qui est très 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 correcte. Là j'ai été bluffé, je l'ai même gardée plusieurs jours au réfrigérateur. Elle ne tourne pas, elle ne relâche pas. C'est vraiment bluffant. Je crois que ça vaut vraiment la peine d'essayer. Ce type de mayonnaise que vous pouvez bien entendu décliner avec toutes les variantes possibles. Vous ajoutez du ketchup, un peu d'alcool, du whisky, vous avez de la sauce cocktail. Vous ajoutez des herbes, cornichons et compagnie, vous avez de la sauce tartare. Vous ajoutez de la ciboulette. Enfin, vous faites vraiment ce que vous voulez. Mais c'est vrai que c'est bluffant. Voilà. Ah oui. Bien, merci. C'est intéressant parce que justement, le mois dernier, j'ai enfin réussi à faire la recette de mayonnaise de ma mère. Et c'est là que j'ai compris un petit peu la subtilité de mettre en bas du récipient l'œuf ou le jaune d'œuf, parce que ma mère elle fait avec un œuf entier et les ingrédients, et puis rajouter l'huile par-dessus et de voir si l'émulsion prend tout de suite. Après elle rajoute de l'huile pour vraiment faire monter et d'avoir comme ça une bonne quantité de mayonnaise, mais rien ne remplace les mayonnaises qu'on fait soi-même. Il faut reconnaître qu'on a quand même, d'abord on a le choix de l'huile, on a le choix de l'œuf, si on a des œufs de ses propres poules. Les grands professionnels, la mayonnaise, disons, professionnelle, elle se fait en principe avec de l'huile de pépin de raisin. Ce qui paraît un petit peu bizarre, mais c'est comme ça. Pourquoi? Parce que l'huile de pépin de raisin, elle a un gros avantage sur les autres huiles, en tout cas sur une série d'autres huiles, c'est que vous pouvez mettre la mayonnaise par la suite au réfrigérateur et elle ne tourne pas. Elle rancit pas l'huile de pépin de raisin. Elle ne rancit pas, mais elle ne tourne pas surtout. Or, les autres huiles, l'huile d'olive par exemple, faites un jour d'expérience, vous la mettez au réfrigérateur, elle va figer, en tout cas en partie. Mais une mayonnaise à l'huile d'olive, c'est dégueulasse. Moi personnellement, je suis pas un grand partisan. J'aime bien l'huile d'olive dans la mayonnaise à une seule condition, c'est de la couper. Donc de mettre par exemple, la bonne proportion pour moi, si on veut garder ce petit goût d'huile d'olive, c'est de mettre 25% d'huile d'olive pour 3/4 d'une autre huile plus neutre. Ça c'est mon principe. Alors bon, tout après c'est une affaire de goût. Les huiles neutres, donc l'huile de pépin de raisin, vous avez l'huile de soja qui est aussi relativement neutre, puis vous avez des huiles qui ont parfois un petit peu de goût et qui peuvent être utilisées à chaud. C'est entre autres l'huile de maïs, l'huile de tournesol, l'huile d'arachide. Mais ces huiles-là, disons qu'elles ont déjà un petit goût particulier. Maintenant,
Moi, j'ai vu ma mère utiliser l'huile de soja tout le temps, mais ça se trouve de plus en plus difficilement, l'huile de soja. Mais il y a sans doute cette histoire des fameux OGM, des sojas OGM qui font que certains pays sont peut-être un petit peu plus réticents à utiliser de l'huile de soja parce que forcément l'huile de soja elle est réalisée dans des pays où le soja est cultivé à grande échelle comme le Brésil, etc. Aux États-Unis. Aux États-Unis, mais enfin le Brésil est un très très gros producteur également. Par exemple, ici j'en trouve pas. Voilà. En Belgique, on en trouve encore, c'est en bas du rayon. On en trouve très facilement. Maintenant, en Grande-Bretagne, je ne sais pas. Maintenant, l'huile de pépin de raisin, c'est aussi l'huile qui est relativement confidentielle, parce que pour avoir de l'huile de pépin de raisin, il faut avoir des raisins, comme on dit, il n'y a pas de problème. Donc, la Grande-Bretagne doit l'importer, la Belgique aussi, de toute façon. Mais ils ont des raisins ici, tu sais qu'ils font même ils font pas, mousseux et tout. Tout à fait, mais ils ne font pas d'huile de pépin de raisin avec, ou alors c'est vraiment anecdotique. Oui, c'est vrai. Ok, bon, ça c'était pour la première question de Fix. Il y en a 2 autres. Allons-y. J'ai entendu dans un des derniers épisodes que le blanc de poireau peut se substituer à de l'oignon, en plus doux. Pourriez-vous m'en dire plus là-dessus, s'il vous plaît? Existe-t-il d'autres aliments qu'on peut substituer entre eux? Alors, il y a énormément d'aliments et de condiments qu'on peut substituer à d'autres, avec quand même quelques petites remarques. Nous avons toute une série de produits qui sont de la même famille. Il y a le poireau, il y a l'échalote et il y a l'oignon. Alors, ils ont chacun évidemment leurs caractéristiques. Dans un potage, il n'y a pas de problème. Vous mettez du blanc de poireau à la place de l'oignon, ça va très très bien marcher. Ça a la même couleur et je dirais même que le goût est un peu plus fin. L'oignon, il est un peu sucré par rapport à l'échalote. L'échalote est généralement plus pointue, est plus pointue de goût, surtout s'il s'agit de la vraie échalote. Je ne parle pas de l'échalion qui est ce croisement qui donne la fameuse, entre guillemets, échalote cuisse de dinde, qui donne l'impression d'être de l'échalote sans être vraiment de l'échalote. Enfin voilà. Si vous prenez une véritable échalote avec une appellation contrôlée, que ce soit une échalote rose ou une échalote grise, vous avez des petites échalotes, mais qui ont énormément de goût. Alors, il ne viendrait pas l'idée de dire, je n'ai pas de poireau, je n'ai pas d'oignon, je vais mettre de l'échalote dans ma soupe, dans mon potage. Ça ne sera pas très réussi. On va dire que le goût va être tellement plus puissant que ce ne sera pas, disons, une bonne idée. Par contre, dans une sauce dans laquelle normalement vous auriez dû mettre de l'échalote, vous n'en avez pas. Vous mettez éventuellement de l'échalion si vous en avez sous la main, ou vous mettez éventuellement de l'oignon ou du poireau, ça peut marcher. Mais les remplacements ne sont quand même jamais toujours l'idéal. Le mieux, c'est quand même d'avoir le produit qui est prévu au départ. Ça, c'est une première remarque. Alors, il y a par exemple le vin qui peut être remplacé par du vinaigre. Oui, d'accord. On est d'accord. Dans une sauce, par exemple, vous avez une réduction de vin rouge. Très souvent, dans les réductions de vin rouge, on met même un filet de vin rouge, un filet de vinaigre de vin rouge. Je prends le cas d'une sauce à l'échalote, par exemple. Est-ce que vous pouvez remplacer ça par du vinaigre? Oui, à condition, c'est de mettre tout simplement un peu de sucre et de ne pas mettre de vinaigre pur, de mettre un petit peu d'eau avec. Maintenant, ce ne sera jamais vraiment une substitution correcte, comme je vous le disais. Ne faites pas un sabayon au vinaigre, même si vous le diluez, vous n'aurez quand même pas vraiment un résultat extraordinaire. Donc là, il faut voir, ça dépend un petit peu. En cuisine, pour une sauce, on peut mettre éventuellement un peu de vinaigre à la place de vin si on n'en a pas, à condition évidemment de mettre un vinaigre de vin rouge, de ne pas mettre un vinaigre d'alcool par exemple. Oui. Donc ça c'est une chose. Qu'est-ce qu'on peut encore, mettre à la place de? Les jaunes d'œufs peuvent être remplacés, je viens de donner un exemple ici, par du lait concentré. Dans une certaine mesure également. Si ça s'y prête d'un point de vue physique, ça va. Dans ce cas-ci, l'émulsion se fait avec du lait, il n'y a pas de problème. Dans certains cas, le jaune d'œuf est indispensable. Néanmoins, qu'est-ce que vous pouvez faire? Pas de jaune d'œuf, je veux faire une crème anglaise. Vous faites simplement une crème pâtissière, avec de la poudre, mais vous la faites très légère. Ça, c'est pas un problème. Donc, j'ai pas de jaune d'œuf. Je peux lier avec une poudre à base de maïzena, et de préférence une poudre qui est déjà aromatisée. C'est quand même meilleur que la maïzena pure. Donc, dans ce cas-là, oui, vous pouvez remplacer le jaune d'œuf. Qu'est-ce qu'on peut encore faire? La tomate, par exemple, vous avez toujours la possibilité de jouer avec le ketchup et avec le concentré de tomate. Il est connu, par exemple, lorsqu'on veut faire une sauce spaghetti que les enfants vont apprécier, quand on la fait avec des tomates, il faut
faut faire sa sauce traditionnellement, évidemment. Hein. Souvent, elle est un petit peu acide. Hein. Alors qu'est-ce qu'on dit? On dit voilà, mettez un morceau de sucre dedans et ça va l'adoucir, etc. Ce qui est exact. Le problème quand on utilise la tomate fraîche, c'est que les tomates sont souvent décevantes au niveau de la coloration. Donc on est obligé de mettre du concentré. Alors si vous remplacez, je parle pour une sauce spaghetti pour des enfants par exemple, si vous remplacez le concentré de tomate par du ketchup, vous jouez sur les deux tableaux. Vous mettez une tomate concentrée parce que le ketchup il est bien rouge et il est bien goûteux, et vous mettez, parce que le ketchup contient quand même du sucre et du glucose, vous mettez de la douceur, et souvent les enfants adorent évidemment cette douceur. Maintenant, est-ce que c'est une bonne chose que de les habituer à des nourritures sucrées? Ça, c'est encore une autre discussion, hein, parce que justement, on essaye quand même de plus en plus maintenant de bannir le sucre des produits. Et c'est vrai que là, on joue contre, hein, on continue à entretenir. Le sucre est aussi addictif que la cocaïne. Donc, comme je ne peux pas donner de la cocaïne à mes enfants, je donne du sucre, voilà. Le sucre est un redoutable ennemi qui, sous des dehors extrêmement séduisants, finit par nous tuer. Et donc, moi, je pars du principe. À ce moment-là, moi, j'ai un autre truc, hein. Si j'ai vraiment, et je le fais très souvent au niveau de mes sauces de type aigre douce, etc., je ne les réalise plus avec du sucre, je sucre avec un succédané qui est un ersatz liquide, mais bon, j'évite de mettre comme ça du vrai sucre. Je veux adoucir tout simplement, eh bien je mets ce substitut du faux sucre, hein, parce que bon, on doit quand même faire la chasse au sucre le plus possible, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Oui, sinon, qu'est-ce qu'on pourrait encore dire au niveau des substituts? Les herbes, hein, éventuellement. On en a parlé avant longuement. D'ailleurs, j'aurais dû enregistrer à ce moment-là parce que on a donné plein d'exemples. Oui, tu avais dit les herbes? Les herbes, vous avez de nouveau, hein, la famille ciboulette, jeunes oignons, par exemple. Vous avez éventuellement l'un, vous n'avez pas l'autre. Ils sont quasiment interchangeables. La seule différence, ça va être au niveau de la taille. Hein, vous allez avoir la taille, disons, de la ciboulette qui est qui est très fine, va faire de tout petits bracelets, et vous avez les jeunes oignons qu'on appelle des cives bien souvent en France, qui va donner des bracelets un peu plus gros. Alors de nouveau, le goût de la ciboulette, le goût du jeune oignon, n'est pas rigoureusement identique, il y a une différence, mais on peut très bien remplacer l'un par l'autre dans certains cas. Bon, tout en sachant que quand on remplace l'un par l'autre, je vais dire on peut comparer, hein. Vous avez tout à fait la même chose. Vous avez deux voitures, vous avez, je dirais, une Rolls-Royce et vous avez une Mercedes. J'ai rien contre l'une, j'ai rien contre l'autre, mais ce n'est quand même pas la même voiture à la fin. Même si les deux sont des voitures de qualité. Elles t'emmènent à destination, c'est tout. Elles vous emmènent à destination, mais voilà, c'est ça. Voilà. Et il faut pouvoir, comme ça, en tant que cuisinier, jongler et dire, bon, je n'ai pas ce produit-là. Alors, il y a aussi le fameux origan marjolaine, hein. Bon, l'origan, c'est la variété, on va dire, sauvage. Et vous avez la marjolaine qui est la variété cultivée. Vous avez le thym et vous avez le serpolet, même chose. Hein, le serpolet est plutôt la variété sauvage, le thym la variété cultivée. Donc là aussi on peut remplacer. Hein. Voilà un petit peu au niveau des herbes ce qu'on peut faire. Alors vous avez les fruits. Hein. Oui, les fruits. Quand vous avez une recette, vous avez quand même des fruits exotiques qui ont des airs de famille. Hein. Bon, et puis pour les fruits indigènes, même chose. L'abricot avec la pêche, il n'y a pas de problème, surtout lorsque vous prenez une pêche abricotée. Et puis vous avez la mangue, la papaye, la goyave. Bon, vous n'avez pas de mangue, vous mettez de la papaye ou de la goyave, ça sera pas, disons, mortel comme changement. Évidemment, ça n'aura pas exactement le même goût, mais vous pouvez utiliser l'un pour l'autre. Vous voulez faire un soufflé glacé aux fruits, par exemple. Bon. Fraises, framboises, même chose. Vous pouvez très bien substituer l'un à l'autre, il n'y aura pas de problème. Vous gardez même les mêmes proportions. Myrtille, cassis, même chose. Vous avez un air de famille. Vous avez également les mûres qui peuvent, remplacer les framboises. Donc il y a quand même moyen comme ça de jongler un petit peu avec les produits. On n'a pas l'un, on peut très bien prendre l'autre et c'est pas toujours plus mal. La farine de maïs et la farine de blé. La farine, même chose. Si c'est en tout cas pour la liaison. Donc là, il n'y a pas de problème pour donner de la consistance. Mais je reste avec l'histoire des fruits. Bon, j'ai travaillé pendant des années à l'époque où j'étais en restauration, une recette qui était le canard sauvage au cassis. Maintenant, vous n'avez pas de cassis, mais vous avez la chance, quand on habite à la campagne, d'avoir du sureau. Mais vous mettez du sureau au congélateur, donc ce sont ces petites baies noires. Attention, je précise quand même, au niveau du sureau,
il y a une variété de sureau qui est consommable, les autres sont toxiques. Hein. Il faut être un peu prudent, mais quand on a la bonne variété de sureau, vous mettez votre sureau au congélateur, vous faites des sauces superbes avec le gibier par exemple, hein, si vous n'avez pas de cassis. Donc il y a moyen comme ça de transposer. Alors bon, bien sûr, il y a des pommes de terre qui peuvent être remplacées par de la patate douce. Sans problème, vous pouvez faire des purées, vous pouvez faire des frites de patates douces si vous n'avez plus de pommes de terre, donc ça ne pose pas de problème. Oui, mais on peut continuer comme ça encore toute la nuit. Ah oui, on pourrait continuer comme ça toute la nuit parce que, bon, et les viandes, c'est la même chose. Hein. Vous pouvez très bien remplacer une viande par une autre, même chez la même bête. Hein. Le porc et le veau? Oui, il y a le porc et le veau. Enfin, bon, de nouveau, on peut très bien faire des filets mignons de porc ou des filets mignons de veau. Évidemment, le veau restera du veau, le porc restera du porc. Hein. D'ailleurs, il n'y a pas, à ma connaissance, de riz de porc alors qu'il y a du riz de veau. Par contre, il y a du riz d'agneau. Hein. Oui. Le riz d'agneau, ça ne pose aucun problème. Vous pouvez très bien le trouver. Et c'est même très fin. Cervelle, même chose, que ce soit une cervelle d'agneau ou une cervelle de veau, ça peut se remplacer. Bon, la cervelle de porc, mon Dieu, c'est quand même nettement moins fin. Ça se consomme, mais enfin, c'est quand même nettement moins fin. La cervelle de porc, c'est surtout quand on tue le cochon soi-même qu'on l'a. Je maintenant. me souviens pas d'en avoir déjà mangé. Non, disons, moi j'en ai mangé quand j'étais enfant. Maintenant, ça ne se trouve pas facilement en grande surface. Hein. Alors, vous avez, par exemple, au niveau des viandes, vous avez les joues. Hein, joues de bœuf, joues de veau, joues de porc. Je dirais qu'à ce moment-là, on n'a pas vraiment la même recette puisque la viande est un peu différente, mais vous pouvez très bien, si vous n'avez pas la disposition de l'une, prendre l'autre. Vous avez les langues, même chose. Vous avez la langue de bœuf, hein, vous avez, disons, animal plus jeune, la langue de génisse, vous avez la langue de veau, vous avez la langue de porc. Bon, vous avez la langue d'agneau aussi qu'on oublie parfois un petit peu. Bon, langue de porc, langue d'agneau, elles sont à peu près du même format. Langue de veau, elles sont rien plus grosses. La plus fine, c'est évidemment la langue de veau, hein, soyons clairs. Et puis, vous avez la langue de bœuf. Maintenant, vous avez les foies qui peuvent se transposer de l'un à l'autre. Autant vous dire, évidemment, que le plus beau, c'est le foie de veau, hein, ça c'est clair. C'est également le plus riche en fer. Il était utilisé jadis pour l'anémie pernicieuse, donc c'était le seul moyen qu'on avait avant les médications pour garder en vie des personnes qui souffraient d'anémie. Hein, et il fallait qu'elles mangent quasiment du foie de veau quasiment tous les jours. Bon, un foie de bœuf, mon Dieu, ce n'est pas vraiment la même chose. C'est plus rouge, c'est plus brun, c'est moins fin de goût. Mais enfin, si vous faut à un moment donné du foie pour une recette, pour une farce par exemple, ben, pas de problème. Bon, les foies de volaille peuvent très bien remplacer aussi dans une farce, par exemple, dans un pâté, le foie de porc. Hein, donc il y a pas de problème. Un pâté de foie de volaille, bon, le goût est un petit peu différent, mais pâté de foie de volaille et pâté de foie de porc, bon, ben vous avez la possibilité d'inverser l'un avec l'autre sans aucun problème et en gardant les mêmes proportions. Et au niveau des volailles? Au niveau des volailles, c'est un peu la même chose que pour les viandes. Hein. Vous avez le poulet, vous avez la dinde, vous avez le pintado. Il est clair que le pintado et le poulet peuvent se remplacer, disons, l'un et l'autre, surtout pour des préparations, je vais dire, rôties ou éventuellement sautées. Mais pour les morceaux coupés en dés, etc., les brochettes, n'oublions pas que ce soit une brochette de blanc de poulet ou une brochette de blanc de dinde. Je dirais que vous avez quasiment le même résultat. Hein, de même, vous avez maintenant des jambons dans le commerce, jambon de dinde, jambon de poulet, pour les personnes qui ne souhaitent pas ou qui ne veulent pas manger de jambon de porc. Honnêtement, vous dire que l'un et l'autre se ressemblent, hein, puisque dans les deux cas, ce sont des morceaux, disons, reconstitués, ce sont des jambons qui ont été faits avec des morceaux que l'on a empilés les uns sur les autres, avec éventuellement un petit peu de gélatine en poudre pour coller les morceaux. Et donc, que ce soit du jambon de dinde ou du jambon de poulet, bien malin, celui qui arrive vraiment à distinguer à l'aveugle, les yeux fermés l'un de l'autre. Hein. Voilà un petit peu le tour de tout ce que l'on peut, comme ça, disons, passer de l'un à l'autre. J'espère que ça répond à la question que nous a posée Fix. Et puis, il y a une troisième question encore, nettement plus courte. Il demande, avez-vous un épisode sur les cakes? Mais jusqu'à présent, on n'en a pas encore fait les cakes. Hein. Non. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore fait les cakes? Tout simplement parce que quand je donne des recettes, j'essaie de donner davantage des explications plutôt que des recettes en tant que telles. J'aime bien donner des recettes à partir du moment où je peux soit rétablir une vérité par rapport à ce qu'on trouve sur le net, soit donner une recette parce que je veux vraiment donner le déroulement et les astuces de la recette. Bon, dans le cas des cakes,
Ben mon Dieu, il y a jusqu'à présent énormément de recettes de cake sur Internet. Vous allez taper cake sur Internet, vous allez avoir des centaines de pages salé qui et vont sucré, s'ouvrir. hein. Aussi bien en salé qu'en sucré. C'était la grande mode d'ailleurs des salés depuis une dizaine d'années. Je dirais qu'on pourrait en inventer tant et plus, hein, parce que dans les cakes salés, maintenant, on en trouve avec du saumon, du brocoli, des olives, du gruyère, du parmesan, des légumes, des fruits secs, enfin vraiment des bouts de poisson fumés, des fromages. Enfin, on trouve vraiment tout ce qu'on veut. Et de nouveau, c'est vraiment libre cours à l'imagination. Et je vous signale par la même occasion que vous avez aussi une transposition. Tout ce qui peut quasiment se faire en quiche peut se faire en cake salé. Dès le moment où vous avez votre recette de base au niveau de la composition, ce qu'on appelle l'appareil, c'est-à-dire la base, hein, les œufs, la farine, les œufs, la farine fermentante, etc. La matière grasse. Finalement, après, ce n'est jamais qu'une question d'adaptation de la garniture, hein. Eh bien, vous pouvez quasiment réaliser en forme de quiche toutes les recettes que vous avez sous forme de cake et inversement. D'ailleurs, je me demande si au départ, on n'est pas parti un petit peu de cette idée-là, hein. Vous avez les grandes recettes du style quiche saumon brocoli, hein, et on est parti de là pour dire, tiens, finalement, est-ce qu'on ne ferait pas un cake dans lequel on mettrait du saumon et du brocoli? Voilà, l'histoire était partie, hein. Maintenant, vous avez par exemple des cakes aux olives. Je ne vous suggère pas pour autant de faire des quiches aux olives, ce ne sera quand même pas très goûteux, hein. Bon, voilà. Ouais, ça, c'est une petite remarque en passant. Voilà. Alors oui, quand est-ce que je pourrais donner des recettes de cake? J'ai déjà regardé, j'ai déjà fureté, parce que je me rappelle être allé en Irlande et avoir acheté, et je me demande si je n'ai pas fait aussi en Angleterre, du cake à la Guinness. J'ai trouvé ça extraordinaire comme produit. Et alors j'ai déjà un petit peu regardé, j'ai déjà fureté, je me suis dit, tiens, je vais une fois réaliser un cake à la Guinness, moi-même, mais je dois un petit peu chercher, et ça, lorsque j'ai la recette ou une recette qui me convient, je la donnerai éventuellement à nos auditeurs, parce que ça sortira de l'ordinaire, voilà. Donc voilà, si vous voulez nous faire don de Guinness, envoyez de la Guinness à Guy. Oui, mais quelle Guinness? Parce qu'il faut savoir que la Guinness qu'on boit en Irlande n'est pas du tout la même que celle qu'on va boire sur le continent. C'est vrai qu'elle est plus... Il y a même des différences par pays en plus. Elle est plus alcoolisée en Belgique. Moi, j'ai testé un jour la Guinness pour le marché belge, en fait. Oui. Vraiment par le plus grand des hasards, j'étais apostrophé par quelqu'un qui me dit, ah monsieur, ça vous intéresse de faire un test culinaire? Ah, bah oui, ok, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on va tester? Ah, de la Guinness. On voudrait bien mettre une nouvelle Guinness, enfin modifier la recette de la Guinness pour le marché belge. Et voilà. Donc là-dessus, je suis monté à l'étage du café où ça se passait, et puis on m'a fait goûter 2 ou 3 Guinness différentes. On m'a dit laquelle vous préférez. Enfin voilà. Oui, on appelle ça une stout. Stout. Ah, la Guinness fait partie des stouts en fait. Hein. Donc voilà. Il y a une famille plus générale qui s'appelle les stouts, qui sont des bières noires. Pourquoi est-ce qu'elles sont noires? Parce qu'elles sont réalisées avec des maltes qui sont extrêmement torréfiés. Et quand on voit les maltes en question, on dirait des grains de café tellement le malt a été brûlé. Hein. C'est vraiment du malt qui est noir, qui est vraiment noirci, quasiment carbonisé. Hein. Et alors on utilise donc ce malt qui est donc du grain d'orge germé qui a été torréfié. On utilise ce malt pour faire de la Guinness et c'est ce qui donne sa couleur noire. Maintenant, je ne serais pas surpris, mais ça c'est vraiment qu'un point de vue personnel, qu'on aide un petit peu la bière à être noire. Mais bon, comment, quoi, qu'est-ce, là je n'oserais pas non plus accuser, mais on ne sait jamais. Alors de même que par exemple, pour garder cette fameuse mousse crémeuse au-dessus de la Guinness, je me suis laissé dire qu'on y mettait des sels de cobalt, mais bon, voilà, ce sont peut-être que des mauvaises langues qui racontent des choses pareilles. Oui, non, c'est des ingrédients 100% naturels, hein. Ah ben le cobalt est un produit naturel, on trouve sous terre, hein, y a pas de problème. Oui, tous les produits chimiques, on les trouve sous terre. Maintenant, bon, entre, disons, ce qu'on dit, quelquefois, qui est un petit peu une légende urbaine et la réalité, bon, faut pas se méfier, hein. Mais l'agroalimentaire n'est pas, je dirais, gêné de nous mettre parfois toute une série de produits. D'ailleurs, à ce point de vue-là, il y a le titane qui va sans doute être interdit ici prochainement en pâtisserie. Hein. Or, le titane, bon, moi, j'ai fait des formations... Il y en a même dans le dentifrice. Oui, j'ai fait des formations en France, à Paris, où on expliquait bien, voilà, pour telle recette, lorsqu'on doit faire un glaçage sur un gâteau, sur un entremets qui est très très blanc, qui doit être blanc comme neige, d'un point de vue technique, on doit utiliser du colorant blanc qui est du titane. Pourquoi? Parce que c'est un colorant qui colore en blanc non seulement, mais qui est opacifiant. Hein, donc il a la possibilité de rendre opaque le gel ou le glaçage. Donc on a vraiment quelque chose de blanc extraordinaire. Petit inconvénient, il donne la diarrhée quand on en utilise un petit peu trop.
Maintenant, on lui trouve plein de défauts Une pour la santé, nanoparticule, etc. Oui, oui, tout à fait, c'est ça, ce sont des nanoparticules. Donc on commence à lui trouver plein de défauts. Bon, ben voilà, oui. Bon, ce que tu as mangé est joli, mais tu sais pas si tu vivras plus longtemps avec. Oui, maintenant, est-ce qu'on vivra moins longtemps? Ça, c'est aussi une autre question. Je pense que, à moins que ce soit un produit extrêmement nocif, hein, bon, ça existe, hein, mais à moins que ce soit un produit extrêmement nocif, on ne mange quand même pas des produits qui sont colorés au blanc de titane tous les jours. Sauf peut-être parfois les gosses. Parce que le blanc de titane entre dans la composition de certains bonbons. Oui, hein. Oui, on ne mange pas les gosses, non, non. Mais les enfants mangent eux-mêmes des bonbons qui sont colorés, qui sont opacifiés en blanc avec du blanc de titane. Et là, il pourrait y avoir une consommation abusive de titane pour des enfants. Donc, c'est peut-être pas recommandé. Et les parents doivent un petit peu regarder aussi à ça. Hein. Oui, il y en a aussi dans le dentifrice, et ça, c'est quelque chose que tu peux consommer tous les jours. Hein. Oui, ben, on peut aussi utiliser des dentifrices qui sont translucides, qui eux ne contiennent pas d'opacifiant. Ouais. Donc, voilà. Bon. Voilà, donc ça c'était pour l'email de Fix qui nous a envoyé ça il y a quelque temps. Excuse-moi, j'avais complètement zappé parce que Fix en fait c'est un auditeur engagé. On aime beaucoup ça parce que il nous envoie plein de questions. Continuez. Je vais pas me plaindre d'en avoir de trop parce que ça fait toujours plaisir, non? Ça fait tout à fait plaisir de répondre aux questions de nos auditeurs. Il en a encore envoyé une il y a pas si longtemps que ça, il y a un peu plus d'une semaine. Dans lequel il dit « Bonjour, avez-vous des conseils sur la cuisson des légumes à la vapeur? Quel temps de cuisson, assaisonnement, mélange de légumes dans le panier? Quels légumes à quel étage? Généralement, on a 2 paniers l'un sur l'autre. » Alors, je vais parler là d'expérience également. Il y a quelques années, bon, je dirais il y a 15 ans, pour faire court, j'ai acheté un cuiseur à vapeur de l'époque d'une marque très connue en France. C'était très à la mode à ce moment-là. C'était très à la mode parce qu'il y avait... Je dirais, on terminait un petit peu l'ère du fitness, hein. Oui. Et on était, disons, volontairement revenu à une alimentation épurée, très saine. Sans gras, sans beurre. Voilà, exactement. C'était la cuisson vapeur, et puis on se permettait éventuellement le petit trait d'huile d'olive là-dessus, mais ou le petit morceau de beurre, mais vraiment, fallait pas trop en parler, quoi. Alors donc j'ai acheté un appareil comme ça en disant bon ben voilà, je vais aussi faire un peu de régime, je vais manger des légumes vapeur et ainsi de suite. Donc j'ai commencé par cuire du chou-fleur. Et je sais quand même par expérience, lorsqu'on cuit du chou-fleur avec de l'eau bouillante salée, tout simplement, bon ben on a un certain temps de cuisson. Et puis bon ben après le même temps, je vais vérifier mon chou-fleur, il était encore dur, comme si je l'avais jamais cuit, quoi. Et puis je me suis rendu compte que le chou-fleur, au lieu de le cuire pendant un quart d'heure, 20 minutes, hein, généralement en 20 minutes, le chou-fleur il est très bien cuit quand on le cuit à l'eau bouillante. Hein, après 20 minutes, rien ne se passait. J'ai dû le faire cuire pendant plus d'1 heure. Donc j'étais quand même très déçu parce que je me suis dit, ben finalement, ça consomme quand même pas mal au niveau électricité. Et le résultat, ben il ne me convient pas outre mesure parce qu'il faut aimer les légumes un peu croquants finalement. J'aurais pu le laisser, je pense, encore 1 heure en plus. Je pense qu'il n'aurait pas été plus. Et si tu l'avais coupé plus fin, il aurait mis moins de temps? Je l'avais coupé en bouquets assez petits. Hein. Problème qu'on n'a pas lorsqu'on cuit dans de l'eau bouillante. On peut mettre des gros bouquets, donc on pourrait même cuire le chou-fleur entier, que ça cuirait aussi vite. Donc je l'avais cuit en petits. Alors bon, conseil général. Il faut mettre quand on a 2 paniers, il faut mettre dans le panier du fond, c'est-à-dire celui qui est le plus près de la source de vapeur. Il faut mettre les légumes les plus durs à cuire. Hein, sans jeu de mots. Donc tout ce qui est carottes par exemple, tout ce qui est... Enfin, quand vous cuisez 2 légumes, vous avez toujours un qui est plus dur à cuire. Hein. Les mange-tout, ça cuit facilement, vous les mettez au-dessus. Bon, les pommes de terre, vous les mettez en dessous. Si vous avez des navets, bon, ben si ce sont des jeunes navets, vous les mettez en dessous. Si ce sont des navets entre guillemets de conserve, donc des navets un peu plus vieux, qui ont été un petit peu, disons, qui sont gros, vous les mettez au-dessus. Enfin, tout ce qui est légumes feuilles, ça va cuire très rapidement. Je vais prendre le cas des épinards, ça cuit généralement rapidement, donc là vous pouvez les mettre plus haut. Tout ce qui est racines, c'est plutôt globalement dans le fond. Tout ce qui est feuilles, ce sera au-dessus. Voilà un petit peu pour les conseils. Maintenant, je dirais qu'on pourrait considérer que l'appareil en question, c'est un peu un gadget. Pourquoi? Il existe des cuiseurs vapeur industriels ou semi-professionnels. Bon. Industriels, on les laisse évidemment l'industrie, mais semi-professionnels, comment est-ce qu'ils vont se présenter? Ce sont à ce moment-là des cuiseurs à vapeur qui sont des appareils encastrés dans une cuisine équipée et qui vont pouvoir aller plus haut en température que 100 degrés. Bon, la vapeur, lorsqu'il n'y a pas, disons, d'enceinte confinée, on est clair, c'est 100 degrés. Lorsque vous avez ce genre d'appareil à cuisson vapeur, vous pouvez monter généralement à 120 degrés centigrades. Donc là, à ce moment-là,
vous avez une consommation d'eau et une consommation électrique évidemment plus importante. Là, à ce moment-là, vous avez des temps de cuisson qui sont réduits. Au contraire, lorsque vous avez ces appareils ménagers, disons entre guillemets gadgets, vous avez un temps de cuisson qui est allongé. Or, normalement, quand vous cuisez à la vapeur, c'est le cas par exemple de la cuisson sous vide des légumes qui se font dans une enceinte à vapeur, à 100 degrés, c'est le même temps de cuisson pour un légume sous vide que pour un légume qu'on cuit à l'eau traditionnellement. Par contre, lorsque vous avez donc l'appareil en question, le petit appareil ménager, vous pouvez quasiment multiplier par 2, voire même parfois par 3 le temps de cuisson. Par contre, dans les appareils, je dirais, encastrés, qui vont jusqu'à 2 atmosphères, qui vont jusqu'à 120 degrés, là, vous allez réduire votre temps de cuisson, que ce soit pour de la viande, que ce soit pour des légumes vapeur. Mais on est, disons, dans du matériel qui n'est plus, c'est plus 50 euros Ouais, c'est l'appareil, pas du matériel hein. grand public, quoi. Bon, voilà. Disons que c'est grand public pour la personne qui a vraiment des sous et qui fait vraiment la cuisine semi-professionnelle. Ça, oui, il n'y a pas de problème. Sinon, il suffit de s'acheter des petits paniers qu'on met sur une casserole d'eau ou sur une couscoussière. Ah, la couscoussière, ça marche aussi très bien, hein. Oui. J'ai quand même cuit pas mal de choses à la couscoussière comme ça. Ça donne de très très bons résultats, que ce soit des légumes verts, que ce soit alors les pommes vapeur traditionnellement dans les restaurants. Comment les réalisait-on? On les réalisait de cette manière-là, hein. On avait une couscoussière ou un récipient, disons, qui faisait penser à une couscoussière. Il y avait même des récipients qui pouvaient aller en salle. J'en ai connu à l'école la première école où j'ai travaillé. On avait acheté comme ça des récipients en cuivre étamé ou en cuivre inox, ça je sais plus. Vous aviez l'eau qui se mettait dans le fond, vous aviez le petit panier au-dessus. Il y avait un couvercle, évidemment. On cuisait les pommes à la vapeur là-dedans. Et le récipient pouvait après aller directement en salle. Ça donnait toujours un très bel effet. Hein, c'est que les gens se demandaient ce qu'il y avait là-dedans. Ben, c'était les pommes vapeur qui se trouvaient là et qui continuaient à rester chaudes puisque l'eau continuait à dégager de la vapeur même sans être, disons, sur une source de chaleur. Et vous aviez comme ça les pommes de terre qui restaient bien chaudes dans le petit panier supérieur. Mais j'ai l'impression que la cuisson à vapeur est un peu tombée en désuétude à partir du moment où les gens utilisaient le micro-ondes pour avoir à peu près le même effet, c'est-à-dire cuire les ingrédients sans qu'ils sans les mettre dans de l'eau. Dans de l'eau ou dans du gras Mais je vais encore vous donner un petit truc là. Hein. Les pommes de terre cuites au micro-ondes. Bon, on n'a pas toujours le résultat, on va dire un résultat très probant. Alors, il y en a qui mettent les pommes de terre un peu comme quand on fait la cuisson au four traditionnelle, c'est-à-dire en pot sur un lit de sel. Bon, on met ça au micro-ondes, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et puis, vous avez les cloches. Vous avez la cloche habituelle qui est, disons, destinée à maintenir la chaleur dans une enceinte, finalement. Oui. Et on a un résultat qui est meilleur, mais qui est un peu mitigé. Alors, vous avez une cloche un petit peu différente, qui est une cloche en porcelaine poreuse que vous pouvez soit immerger dans de l'eau, soit vaporiser avec un vaporisateur de type vaporisateur à linge. Donc vous vaporisez de l'eau sur la porcelaine poreuse à l'intérieur, bien entendu, et lorsque les ondes vont passer au travers de cette cloche, il va y avoir un dégagement de vapeur. Là, c'est déjà un résultat beaucoup plus intéressant, mais c'est une cloche qui coûte relativement cher. Hein. C'est pas donné non plus. Hein. Ça, c'est une cloche qui est très intéressante. Et puis, un autre truc que je vais vous donner, c'est d'emballer tout simplement vos pommes de terre dans du papier film. Papier alimentaire, donc du papier plastique, hein, du film plastique, du film étirable. Hein. Qu'est-ce qui va se passer? Au lieu que la chaleur ne se dissipe, parce que c'est toujours une question d'énergie, hein, quand on cuit au micro-ondes, vous avez l'énergie qui entre dans l'aliment et qui produit de la chaleur, mais vous avez une dissipation de cette énergie si l'aliment se trouve au contact de l'air. Le fait d'emballer votre pomme de terre dans un film plastique va isoler la pomme de terre du milieu ambiant et la chaleur va rester dans la pomme de terre donc pour la cuire. Donc c'est déjà nettement plus rapide. Et alors surtout, ne mettez jamais votre four micro-ondes à puissance maximale. C'est le meilleur résultat pour avoir une pomme de terre qui soit, je dirais, desséchée à l'intérieur et qui ne sera pas bonne. Donc mettez votre four, ça vous le connaissez, hein, en fonction de la quantité de pommes de terre, etc. Mettez votre four à mi-puissance ou à 60% de la puissance, emballez vos pommes de terre avec un film plastique et vous verrez, vous aurez un résultat bien plus intéressant qu'en les mettant comme ça tout simplement à l'air sur une assiette. Voilà. Autre chose Alors, à dire je reviens tout simplement avec la fameuse cuisson vapeur. Hein. La cuisson vapeur, elle a été présentée comme étant plus diététique, plus saine, etc. Bon. Préserver vitamines. Ouais, vitamines, machin. Bon, moi je dirais tout simplement, vous cuisez vos légumes à l'eau bouillante salée traditionnellement en ne mettant pas, je dirais, 20 litres d'eau pour cuire un chou-fleur. Hein. Vous essayez d'avoir un niveau d'eau qui soit juste celui qui permet de cuire les choux-fleurs à la hauteur. L'eau doit
je dirais, friser le niveau des légumes que vous cuisez, pas plus. Hein. Bon, vous salez, vous cuisez votre chou-fleur, vos carottes, n'importe quoi. N'exagérez pas au niveau des temps de cuisson. Testez de temps en temps vos légumes. Plus les légumes seront coupés petits, plus rapidement la cuisson va se faire. Ça, c'est une chose. Quand vous avez des morceaux différents, essayez de leur donner tous la même forme ou la même taille. Vous aurez comme ça une cuisson qui sera régulière. Vous n'aurez pas certains légumes qui seront cuits plus vite et d'autres qui devront, certains morceaux, je veux dire, hein, et d'autres qui devront patienter. Et puis alors, question vitamines. Dites-vous bien que les vitamines des légumes, ce sont souvent des vitamines hydrosolubles qui sont solubles dans l'eau. Donc, elles vont passer à ce moment-là dans l'eau de cuisson. Manière de ne pas les perdre, vous réutilisez l'eau de cuisson pour faire un potage, et on peut faire un potage très rapidement. Hein. Vous allez par exemple rajouter un petit peu de bouillon cube dedans, ou bien vous mettez carrément du bouillon cube au moment de la cuisson, ça peut se faire pour certains légumes. Vous liez avec un petit peu de roux, vous ajoutez un peu de blanc de poireau émincé fondu au beurre, et vous avez comme ça tout de suite un potage qui est très vite fait. Ça peut être super, et vous ne perdez pas vos sels minéraux. Super. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu suffisamment à la question. Bon, écoute, ça va être bien pour aujourd'hui. Alors, j'ai encore une dernière question. Oui. Avant qu'on se quitte, parce que ça va commencer à faire long, là. Ah ben, et puis j'avais envie de donner des infos, moi, sur un truc que je fais pour le moment aussi. Hein. Ah oui, bon, dernière petite intervention de Jessica qui nous écrit des États-Unis et qui dit « Bonjour, je travaille dans un supermarché et on y vend toutes sortes de bières, y compris des bières trappistes belges, qui sont extraordinaires, il faut l'avouer. Pouvez-vous faire un épisode sur la bière, des associations bière-mets, des recettes de la bière, etc. Merci beaucoup. » Alors, nous répondons donc à Jessica qu'il n'y a aucun problème, nous pouvons faire un épisode sur l'association des bières en tant que boisson et des mets, donc les plats conserves. De toute façon, c'est la grande mode maintenant. Il y avait les œnologues, il y a maintenant les zytologues. Alors le zytologue, qu'est-ce que c'est dans un restaurant? C'est le sommelier qui a une compétence en connaissance donc des bières et qui va pouvoir vous associer, je dirais, votre plat avec la bière idéale. C'est celui qui s'occupe de la cave à bière. C'est celui qui s'occupe de la cave à bière. Maintenant, ça n'existe pour ainsi dire que dans certains restaurants en Belgique et dans les pays qui ont une culture brassicole. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de zytologues en France et que ce soit, disons, très à la mode. Il y en a dans les pays anglo-saxons, parce que j'ai vu une vidéo justement d'un zytologue américain qui expliquait les Américains sont super pour ça. Il expliquait pourquoi les Anglais servaient mal la bière et qu'il fallait plutôt la servir comme les Belges le font, c'est-à-dire avec un beau col de mousse. Ben oui, il y a le col de mousse et puis la température aussi. Hein. Oui. Bon, alors, je vais simplement, disons, répondre vraiment très caricaturalement à notre auditrice Jessica. Je dirais que en gros, hein, les bières blondes vont plutôt convenir à tout ce qui est poisson, hein, viande blanche éventuellement. Pour certaines viandes blanches, on va commencer avec des bières ambrées, et puis tout ce qui est viande rouge et viande qui ont été cuites dans de la bière, surtout si c'est, disons, des bières brunes, ben ce sera la bière brune qui a servi de mouillement à la cuisson qui va être utilisée. Maintenant, c'est beaucoup plus subtil parce qu'on peut aussi travailler par antagonisme. Vous avez, par exemple, des bières fruitées qu'on trouve presque exclusivement en Belgique. Vous avez donc la crique, vous avez la framboise, vous avez la pêcheresse, etc. Vous avez des bières au cassis, toutes ces histoires-là. On va plutôt les utiliser, il faut reconnaître, avec des desserts, mais quelquefois avec du fromage. Et le grand classique qui s'appelle le complet bruxellois, c'est la tartine de fromage blanc avec des oignons, avec des radis, avec une crique. Et alors, vous avez comme ça ce contraste d'une bière qui est, dans sa version actuelle, la crique, relativement sucrée, qui est parfumée, qui est fruitée, et vous avez comme ça le radis, l'oignon, le jeune oignon, la tartine avec le fromage sur laquelle on a donné 2-3 tours de moulin à poivre bien, je dirais, au dernier moment, et vous avez comme ça ce contraste extraordinaire. Salé sucré, qui surprend, hein, qui surprend, sauf les Belges évidemment. Et j'ai eu l'occasion de retester, parce que bon, chez soi on ne fait pas forcément ça, mais de retester ça à Bruxelles, au fameux théâtre de marionnettes de Thônes. Je suis allé voir un spectacle au centre-ville, et j'ai pris comme ça pour mon encas du soir des tartines de fromage blanc avec des radis, des jeunes oignons. Qu'on appelle tartine de platequet. C'est une grande spécialité de Bruxelles. Voilà. Qu'on mange un peu partout dans les bonnes
dans les bonnes brasseries. Et ça, je pourrais éventuellement donner la recette de la manière de la faire judicieusement. Mais moi, j'oserais quand même dire que les bières trappistes sont tellement bonnes qu'on généralement, on les déguste pour elles-mêmes. Pour elles-mêmes. On va pas gâcher le goût en les mélangeant à autre chose, en les mangeant avec un repas. J'ai rarement mangé un repas avec une bière trappiste. Ben, disons que ça ne nous vient pas l'idée parce qu'on a quand même une culture vinicole assez poussée en Belgique et que, entre guillemets, un bon repas se prend avec du vin. J'ai assisté, alors ça c'est une anecdote, il y a 2 jours à un repas dans une brasserie où je me rends de temps en temps. S'il faisait beau, c'était le soir, c'était sur la terrasse, et est arrivé un groupe d'une douzaine d'Italiens, des hommes d'affaires qui étaient là pour un séminaire ou je ne sais quoi. Et alors ils regardaient la carte et puis ils s'inquiétaient de savoir s'il y avait bien de la triple Westmalle. Alors la triple Westmalle, je crois qu'on en a déjà parlé, c'est en tout cas une, si pas ma bière préférée, c'est une trappiste qui a le très bel équilibre entre, je dirais, la douceur et l'amertume, le caractère écorsé, la couleur est ambrée. C'est pour moi une des bières les plus équilibrées, les plus belles du monde. Et alors, ce monsieur-là, apparemment, était connaisseur parce qu'il a commandé une triple Westmalle pour accompagner son repas. Heureusement, il y en avait toujours. Et c'est donc pour dire que les connaisseurs savent quelle bière ils doivent choisir pour se faire du bien, pour se faire plaisir. Et je trouve toujours un petit peu malheureux de voir, surtout en Belgique, des personnes qui arrivent de l'extérieur et qui commandent, croyant bien faire, banalement une bière blonde ordinaire, alors qu'il y a tellement de variétés à trouver tout simplement, hein. Et pas seulement dans les bières belges, évidemment. Mais ça, on peut faire une émission sur les bières sans aucun problème. Et je pourrais donner quelques recettes de cuisine à la bière. Je dirais toutes simples. Ce sont souvent des recettes de type, entre guillemets, ragoût, hein. C'est-à-dire que ce sont des viandes qui sont cuites, aussi bien des viandes blanches que des viandes rouges d'ailleurs, voire même parfois du gibier, hein, qui sont cuites. On a simplement remplacé le vin par de la bière et on met souvent une garniture en relation avec le type de bière. Par exemple, vous allez utiliser de la crique, qui est donc une bière à la cerise. On va évidemment mettre en garniture dans la composition des cerises, bien entendu, ce qui me paraît logique. Oui, moi j'ai toujours connu ma mère qui faisait des carbonades flamandes avec de la Chimay bleue. Ce qui était un peu paradoxal parce que Chimay, c'est une bière trappiste de Wallonie. Tout à fait. Mais bon. Mais il faut expliquer au niveau de la carbonade flamande que contrairement, en tout cas, c'est une option que j'ai eu l'occasion de voir par écrit. On dit carbonade flamande, donc on fait référence à une recette qui est censée venir du nord du pays et qui en fait aurait été inventée dans la région de Charleroi. Ah. Oui. Vous savez, la sauce béarnaise n'a pas été inventée dans le Béarn, hein. Donc, quelquefois, on a donné des noms, je dirais, de préparations, des préparations qui ne sont pas forcément originaires de la région dont elles portent le nom, hein. Quelquefois, c'est le cas, mais parfois, ce n'est pas le cas du tout. Donc, voilà, ça, je le prends pour ce que c'est. Et traditionnellement, la carbonade flamande, elle ne se mouille pas avec une bière brune, elle se mouille avec la bière blonde ordinaire. Et ça peut se comprendre. Pourquoi? La carbonade flamande est réalisée avec des morceaux de viande dits de 3e catégorie. Alors je rappelle quand même qu'il ne faut pas confondre qualité et catégorie. La catégorie n'est pas une question de qualité, c'est une question de type de viande. La 3e catégorie, c'est une viande qui doit être cuite longuement. Il doit donc, entre guillemets, cuire à l'étouffée dans un liquide. C'est le cas du bouilli, hein. C'est le cas du flanchet et c'est le cas de la carbonade. On ne réalise pas une carbonade traditionnelle avec du filet pur. Bon, on est d'accord. Oui. Alors, c'était donc utilisé cette viande par des personnes qui étaient pauvres, qui étaient, disons, d'un statut social, je dirais, peu élevé. Qui ne pouvaient pas se payer le filet pur. Non. Et alors, on trouvait non seulement de la carbonade de bœuf, mais aussi surtout de la carbonade de cheval. Parce que n'oublions quand même pas qu'à une époque où on extrayait encore le charbon et où il y avait de l'industrie lourde, le cheval était utilisé non seulement en culture, mais était également utilisé dans les mines. Bon, à un moment, et dans les villes pour le transport. Les calèches, c'est tout. Tous les chevaux ne finissaient pas, je dirais, dans un parc. Ils ne terminaient pas leur vieux jour entourés des plus beaux soins. Les chevaux étaient menés à l'abattoir, ils étaient tués, ils étaient dépecés, et la viande de cheval avait une mauvaise réputation parce qu'elle était réservée à un certain public, un public de personnes peu aisées. Elle était abondante et elle était un peu coriace comme ça.
il était un peu coriace parce qu'on n'abattait pas le cheval quand c'était un poulain. Si, Non. on abat du poulain pour la viande, mais je vais dire que c'était parfois des chevaux qui avaient 25 ou 30 ans et qui avaient tiré des calèches pendant 25 ou 30 ans, hein, ou bien des instruments de labour. Donc, on tuait les chevaux, et cette viande-là, d'ailleurs, elle était, pour des raisons d'hygiène, elle était commercialisée uniquement dans des boucheries chevalines. Parce que la boucherie chevaline ne correspond pas simplement, je dirais, à une mode ou à une habitude. C'était une obligation légale. On ne pouvait pas découper sur les mêmes étals du bœuf et du cheval. Pour une question de danger de transmission de parasites. Je me souviens encore d'avoir vu ça, des boucheries chevalines. Il y en a encore maintenant? Ben, en tout cas, la dernière il y en a encore certainement quelques-unes, mais la dernière que je connaissais avait fermé il y a déjà bien 15 ans, hein. Bon. Par contre, on trouve du cheval en grande surface, mais de moins en moins, parce que maintenant, la viande est un peu passée. Quand c'est pas dans nos lasagnes. Ah, quand c'est pas dans nos lasagnes, non. Bon, je reviens avec mon histoire de cheval. Donc, c'était une viande qui était une viande entre guillemets de pauvre, hein, parce que les gens riches ne mangeaient pas du cheval, parce que eux, leur cheval, et n'allez pas dire à un Anglais qui doit manger du cheval, ils trouvent ça inconcevable, hein. Donc, les gens pauvres mangeaient du cheval, mais forcément, la cuisson, on pouvait mouiller soit avec de l'eau, mais si vous voulez que ça ait un peu de goût, mouiller avec de la bière. Vous pensez bien que les familles de mineurs dans des corons, hein, où on vivait à 6-7 personnes dans une maison qui avait une pièce en bas et une pièce en haut, vous pensez bien que ces gens-là n'avaient pas des sous pour acheter des trappistes, hein. Non. Donc, on achetait quoi? On achetait la bière la plus courante, la plus populaire, qui était une bière blonde à 4 ou 5 degrés d'alcool, et c'est à cette bière-là qui servait au mouillement, et ce n'est que par la suite qu'on a voulu raffiner, qu'on a voulu donner du goût, et qu'on a pris des bières un peu plus nobles, et qu'on a pris éventuellement des trappistes. Mais ça, ce n'est pas la recette du départ. Au départ, c'est avec une bière blonde, je dirais très basique, qu'on a mouillé la carbonade. Ah, ça n'a rien à voir avec le fait que les trappistes, justement, sont les bières les plus charitables, les plus philanthropes du monde. Parce que Oui, mais seulement elles sont peut-être très charitables pour les bénéfices qui sont générés, parce qu'il est connu que les institutions reversent une partie de leurs bénéfices dans des œuvres, mais par contre, au prix achat magasin, on va dire simplement, la trappiste de Chimay est quand même plus chère que la Carapils, hein. Oui, exactement. Bon, voilà. Tu sais que j'ai encore de l'Orval chez moi, la dernière trappiste qu'on ne trouve plus. C'est devenu la deuxième plus rare. Bref. La plus rare, c'est quand même la West Blaterun, hein. Oui, ça aussi. Ça, celle-là. T'as un bon truc pour me trouver de la West Blaterun? Ah, j'avais, mais mon vieil ami qui en avait 800 bouteilles dans sa cave est décédé. Oh. Par contre, je dois reconnaître qu'il m'a fait l'honneur, le plaisir de me donner 2 bouteilles qui avaient vieilli pendant 7 ans, je pense, et que j'ai bu avec 2 autres personnes. C'est un souvenir, je pense que c'est mon meilleur souvenir. Ah, ça vieillissait très bien. C'était du velours, c'était un nectar. Je dirais qu'on pouvait comparer cette bière-là. Donc je n'ai pas de mots pour le dire. C'était du velours, c'était du satin, cette bière-là, quand elle avait vieilli comme ça. Je crois qu'elle avait 7 ans. J'ai voulu tenter l'expérience. Je me suis donc rendu à la brasserie de l'abbaye. On ne peut acheter qu'un casier à la fois. Donc j'en avais acheté 2 à l'époque, si mes souvenirs sont bons. Parce qu'il y a 2 types, hein. Il y en a une brune et une plus blonde. Je n'ai jamais eu le courage, du moins la patience, de laisser vieillir la bière pendant 7 ans. T'as vidé le casier avant? Elle a été bu avant, oui. Bon, il a fallu 1 an, hein, mais malgré tout, je n'ai pas eu la patience d'attendre 7 ans. Donc, c'est une expérience qui a été ratée. Et donc voilà, ça c'était pour les questions que nous avons reçues. Je vais terminer sur le message de Muriel. Je ne sais pas si j'ai déjà mentionné dans l'épisode précédent. Elle nous écrit de Bangkok. C'est une Provençale de Bangkok qui nous a découvert en furetant dans son application de podcast de son téléphone à la pomme. Et donc quand je lui ai demandé comment est-ce qu'elle nous a découvert et où est-ce qu'elle nous écoute, elle explique qu'elle a testé beaucoup d'autres podcasts et elle adore le nôtre. Elle dit comme ça: j'ai tout de suite adoré le ton, la bienveillance, l'ambiance générale du podcast. Moi qui suis plutôt une fashion victime de la cuisine, j'ai tout de suite été charmé par le côté un peu désuet de certaines recettes, par le côté un peu maître d'école de Guy et par tes commentaires simples qui sont ceux de quelqu'un qui ne se prend pas la tête. Ben oui, Guy est un maître d'école, hein. Il a enseigné à des élèves pour en faire des cuisiniers. Donc, oui, il a l'habitude, quoi. Disons que ça fait un peu partie de mes gènes, on va dire ça comme ça. Alors c'est vrai que le côté désuet, on en a déjà parlé lors d'une mise au point d'il y a 2-3 épisodes, hein, oui. En disant voilà, le but c'est de donner des recettes qui soient facilement applicables
et non pas des recettes pour des cuisiniers confirmés ou pour des amateurs qui ont déjà dans leur armoire, je dirais 50 pièces de matériel différent qui permet de faire des siphons, qui permettent de faire des gélatines sur silicone, qui permettent de faire des textures comme ceci, comme cela. Donc j'essaie de partir de recettes qui sont, disons, bien sûr, qui nécessitent certains produits. Et forcément, ce sont des recettes, ce sont des classiques, voilà, qui sont éventuellement un peu adaptés, un petit peu remis au goût du jour. Mais je ne joue pas dans des recettes qui nécessitent 25 ou 30 produits pour la recette, qui nécessitent de faire des petites gouttes de ceci, des petites gouttes de cela, qui nécessitent d'acheter toute une série je dirais, d'épices ou d'ingrédients, je dirais qu'on ne trouve pas forcément à Bangkok, par exemple, voilà. Bah oui, en tout cas, elle trouve ça très charmant. C'est pas formidable. Ah, mais nous sommes là pour d'une part répondre aux attentes de nos auditeurs, mais d'autre part pour garder un petit peu la ligne directrice que nous étions fixée au moment de commencer ces podcasts. Hein, c'est de rester dans ce qu'on appellerait, moi j'aimerais bien appeler ça, disons, un podcast de cuisine brasserie bourgeoise, tout simplement. Je ne prétends pas. Ben oui, parce qu'en fait, ce sont à la fois des recettes d'origine familiale. Quand je dis familiale, pas forcément de ma famille, hein, mais je veux dire familiale dans le sens historique du terme. Ce sont des recettes classiques, ce sont des recettes de brasserie, ce sont des recettes de restaurants, je vais dire, qui ne se prennent pas la tête, avec du perlimpinpin, hein, comme on dit en France. On cuisine chez soi, quoi. On cuisine chez soi, et bon, moi je me rends compte que j'ai déjà des dizaines, si pas des centaines de produits différents, mais j'imagine quand même bien que la personne qui nous écoute n'a pas déjà à sa disposition les mêmes produits que moi j'ai déjà, parce qu'elle n'est pas toujours située, je dirais, en Europe occidentale d'une part, et puis d'autre part, il faut pouvoir stocker ça, il faut pouvoir gérer, il faut pouvoir avoir l'espace, hein, quand on a déjà ne serait-ce que 5-6 huiles différentes, 5-6 vinaigres, de toutes sortes de currys, toutes sortes d'épices. Bon, ça demande de l'emplacement. Et c'est pour ça que quand je donne une recette, bien souvent, je peux dire, tiens, si vous n'avez pas ceci, vous mettez cela. Et puis, bon, idéalement, il faudrait la faire avec ceci, mais si vous n'avez pas la possibilité, faites-la avec cela. Hein, il faut parfois pouvoir remplacer le brie de Melun par du brie de Meaux, qui est quand même beaucoup plus facile à trouver. Voilà. Oui. Donc, elle termine en disant « Rien ne me détend plus que de vous écouter parler cuisine. » Mais c'est très agréable. Donc finalement, beaucoup de gens passent du bon temps à nous écouter, ça fait plaisir. Aussi, je vis à Bangkok et que les massages thaï font partie de mes habitudes hebdomadaires. Je vous écoute en me faisant masser les pieds et mon bonheur est alors à son comble. C'est-il pas extraordinaire, ça? C'est extraordinaire parce que finalement, plutôt que de mettre une musique d'ambiance avec de la sitar ou avec je ne sais quel instrument exotique, c'est nous qui servons de musique relaxante à notre auditrice et nous en sommes très heureux. Donc voilà, tu as trouvé une bonne utilisation pour ta voix qui faisait endormir les élèves au fond de la classe. Non, il dormait bien sans moi, il n'y avait pas besoin. Non, mais c'était quelque chose qu'on s'était dit. Non, mais je vais dire, les élèves, je ne laissais pas mes élèves dormir au fond de la classe, au contraire. Là, par contre, le premier qui commençait à baisser les yeux, il était ramené à la raison tout de suite. De toute façon, tu donnais cours en cuisine. Mais au début, on s'était dit, en faisant le podcast, c'est un peu difficile de parler au mur parce qu'on n'est pas là en face de l'autre, on enregistre, on a du mal comme ça à interagir avec à savoir qui nous écoute. Donc, en tout cas, un grand merci pour tous vos messages parce que maintenant, on va s'imaginer une qui promène son chien, ou qui conduit son tram, quelqu'un d'autre qui conduit sa voiture, et puis une auditrice qui se fait masser les pieds. Et tout ça en même temps, t'imagines un petit peu si on devait les mettre dans une même salle au moment où on parle, ça fait... C'est ordinaire. Ça serait très intéressant. Et qui n'hésite pas, ou qu'elle n'hésite pas à rester en contact avec nous, parce que ça nous fait plaisir de pouvoir répondre à des questions spécifiques, et puis à des attentes spécifiques. Mais oui, d'ailleurs, Muriel, je regarde les messages, tu ne m'as pas envoyé de questions. Donc, si tu as une question, vas-y, envoie. Hein? Et si maintenant Muriel veut un jour nous donner des informations sur la cuisine thaïlandaise, on est preneur. Hein. Mais s'il y a de la place pour nous inviter, moi je veux bien venir. Ah ça dépend où elle se trouve évidemment. Hein. J'espère qu'elle n'est pas à proximité de la grotte où ces malheureux enfants sont allés se perdre, hein, parce que là j'aurais du mal à y aller, c'est au milieu de la forêt là. Non, tout au nord. Qu'est-ce qu'ils ont fait tout un foin avec ces enfants? Écoute, le principal c'est qu'on les ait sortis du mauvais pas où ils s'étaient mis quand même. Hein. Ouais. Moi,
À leur âge, si j'avais fait une bêtise pareille, je m'en serais pris une raclée quand on rentre à la maison. Une fessée de papa, quelque chose d'extraordinaire. Hein. Qu'est-ce que t'as encore été te fourrer dans un merdier pareil? Enfin bon. Il faut quand même reconnaître, quand on voit un petit peu, je dirais, l'historique des lieux, il y a un endroit, je ne parle pas de l'endroit inondé, parce qu'il a été inondé par la suite, où il apparaît-il un passage où il faut se faufiler dans un trou qui fait du style 30 cm sur 40 ou un truc pareil pour accéder à d'autres salles. Moi qui suis claustrophobe, j'imagine mal que je me serais glissé dans un trou pareil jusqu'à 4 km sous terre. Il faut se rendre compte de ce que c'est 4 km. Hein, déjà 200-300 mètres sous terre, ça doit déjà être terrible. Alors là, 4 km pour aller encore, la grotte n'était pas encore terminée pour aller plus loin. Faire de la spéléologie sans équipement, c'est totalement passer par des boyaux aussi étroits, je dirais même quand ils sont à sec, et puis après aller comme ça à 4 km sous terre, il faut... Enfin, je sais pas, ou alors c'était pour un rite initiatique, ou c'était pour faire un genre de défi, je n'en sais rien, mais en tout cas, personnellement, j'aurais pas vraiment voulu aller jusque-là, rien qu'y penser, je frémis. Par contre, avant de nous quitter, j'aimerais quand même bien donner quelques petites informations sur les confits que je suis en train de réaliser. Tu fais des confitures pour le moment, ça tombe bien, oui, c'est la saison. Quand je dis des confitures, c'est un petit peu selon le mode que j'avais expliqué il y a à peu près un an. Hein. Alors, en fait, j'ai fait un mélange suivant. C'était le premier que j'ai réalisé. C'était de la fraise. J'ai pris de la fraise de Wépion. Hein, donc, autant dit que c'était de la Rolls-Royce des fraises. De la fraise, j'ai mis... Attendez, je ne dis pas de bêtises. Parce que j'en ai réalisé plusieurs. De la fraise, de la framboise et de la mûre. Alors, ça donne un résultat assez extraordinaire parce que vous avez la framboise qui tombe en compote. Vous avez la fraise qui reste en morceaux, et puis vous avez la mûre qui fait comme ça à peu près un tiers, qui fait comme ça des morceaux, parce que la mûre ne se délite pas facilement, des morceaux noirs comme ça. Donc vous avez une confiture qui est rouge vif, avec des morceaux noirs dedans. Donc au niveau de l'esthétique, c'est du plus bel effet. Au niveau du goût, c'est génial. Et puis aujourd'hui, j'ai réalisé une autre confiture avec de la cerise noire, avec des groseilles rouges et avec des myrtilles. Hein, donc vous avez de nouveau ce contraste au niveau des couleurs, même si l'ensemble donne un résultat plus foncé et où on discerne moins les différentes couleurs. Par contre, ce sur quoi je voulais attirer votre attention, c'est la quantité de sucre. Je vous avais donné comme information le fait de prendre du sucre où on ne mettait que 500 grammes de sucre pour 1 kilo de fruits. Sucre 2 pour 1, oui. Bon. Sucre 2 pour 1. Alors, je dirais, quand on voit ça comme ça, disons, de prime abord, on se dit, ben ça va, je réalise en fait une confiture où je mets, où il y a la moitié du sucre par rapport à une confiture normale. Ben pas du tout, hein. En réalité, vous avez 60%, 2 tiers, 65% de sucre. Pourquoi? Vous avez donc 500 grammes de sucre pour 1 kilo de fruits, donc ça représente bien 33%. N'oublions pas que vous allez avoir d'une part de l'évaporation, parce que quand vous voyez votre chaudron cuire, la vapeur, oui. C'est de l'eau, c'est pas du sucre. Donc forcément, vous avez une concentration du sucre. Donc de votre 33% du départ, vous montez un peu plus haut. Et puis vous avez aussi la quantité de sucre qui est contenue dans les fruits eux-mêmes. Donc au final, vous avez à peu près une quarantaine de pourcents de sucre. Or, la confiture traditionnelle du commerce, qui elle est réalisée avec poids pour poids, elle contient approximativement 60% de sucre. Donc quand vous ne mettez que la moitié du sucre, vous avez 40% au final, ce qui veut dire que vous avez encore l'équivalent des 2 tiers par rapport à la confiture traditionnelle du commerce. Donc c'est un petit peu faux de dire j'ai mis la moitié de sucre, donc je n'aurai que la moitié de sucre à l'arrivée. Non, pas du tout, vous avez 2 tiers. Par contre, ici, je suis tombé sur un sucre qui existe depuis plusieurs années, où on met 500 grammes de sucre pour 1,5 kg de fruits. Alors si vous faites le calcul... Ah oui, donc vous avez au départ donc 1 pour 3, donc vous avez 25% de sucre au départ, hein, puisque il va représenter un quart en poids, donc vous avez 25% de sucre au départ. Vous avez de nouveau un petit peu d'évaporation, vous avez un petit peu de sucre des fruits qui intervient dans le calcul final, et vous arrivez là à peu près à une trentaine de pourcents de sucre au final. Donc à ce moment-là, vous avez réellement la moitié du sucre par rapport à une confiture traditionnelle. Et c'est là sur quoi je voulais attirer votre attention, c'est que si vous voulez avoir nettement moins de sucre, vous devez passer à du sucre 1 pour 3. Et alors ce que je fais pour que comme il y a bien sûr beaucoup moins de sucre, donc ça se conserve un petit peu moins, je mets davantage de pectine, je rajoute un sachet voire 2 sachets de pectine pour pouvoir faire gélifier la confiture et pour qu'elle prenne mieux, parce que ce n'est pas évident
qu'elle soit aussi bien prise, étant donné que vous vous rapprochez progressivement de ce qu'on appelle une compote. Hein. Alors pour ceux que ça intéresse d'aller réécouter notre série d'épisodes sur les confitures, c'était l'épisode 32 à 37. Donc 32, tu expliquais un peu les bases des confitures et tu as donné tout plein de recettes. Tout plein de recettes vraiment variées. Et ne pas oublier, c'est d'ajouter un jus de citron à la fin, de manière à faire gélifier la pectine. Ça, c'est intéressant. Figure-toi que j'avais oublié ce truc-là ce week-end quand j'ai fait ma première récolte de cassis. J'avais planté des cassissiers il y a 2 ans. J'avais juste mis des branches de cassis dans la terre. Et là, maintenant, cette année, on a récolté 200 grammes de fruits. Donc, c'était vraiment de quoi faire 2 bocaux. Et au moment où je l'ai fait j'en profitais pour montrer à une cousine de ma femme qui était de passage pour lui montrer comment faire la confiture. Et au moment de goûter, elle me fait je me mettrais bien un peu de citron. Et ça, je me suis rappelé, mais zut, c'est vrai, il avait dit de mettre du citron. Donc, j'avais que du citron vert et ça marche très bien. Oh, ça marche très bien. Toi, question de substituer, plutôt que du jaune, j'ai mis du vert, effectivement. Ici, j'ai fait la même chose. J'ai mis du citron vert à la première recette, mais j'ai mis du jaune aujourd'hui. Mais la première recette, j'ai mis du citron vert, il n'y a pas de problème. Mais vous savez que les quelques jets de jus de citron vert que j'ai mis dans la confiture, on décèle que c'est personnellement en tout cas, je décèle que c'est du citron vert et pas du citron jaune. Voilà. Non, par contre, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est un peu comme si on rajoutait une pincée de sel dans une pâte à pain. Exactement, ça assaisonne. Oui, ça te booste le goût. C'est comme du sel pour les préparations salées. Ça donne vraiment un boost de goût. Et entre goûter avant et goûter après, tu sens vraiment une réelle différence. Tu sens c'est différent. Le goût des fruits est beaucoup plus puissant. C'est waouh. On était très contents. Le jus de citron, c'est vraiment l'assaisonnement de la confiture. Voilà. Et quand on fait un coulis, oui. Pour une glace ou quoi, parce qu'on peut faire des coulis de fraises, des coulis de framboises, des coulis où on mélange les deux, coulis de cassis, coulis de tout ce qu'on veut. Un coulis qui est réalisé avec ou sans jus de citron, c'est le jour et la nuit. Lorsqu'on met un peu de jus de citron, donc l'équivalent d'un demi-citron pour 500 grammes de fruits par exemple, si on n'en met pas, c'est vraiment place, ça n'a pas de... C'est le cas de dire, ça n'a pas de relief. Vous ajoutez le jus de citron dans votre coulis, vous avez autre chose. Okay. Ça, c'est vraiment connu. Voilà, on va saluer nos auditeurs, je le sens tout doucement. Voilà, j'espère que vous avez fini de promener le chien ou de conduire sur le chemin du boulot. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment en notre compagnie. Et on se dit à la semaine prochaine. Et on se dit à bientôt, voilà. Ah, mais j'ai oublié avant de nous quitter. Tu sais qu'il me reste encore des cuillères en bois. J'en ai déjà envoyé quelques-unes jusqu'aux États-Unis. Donc si vous voulez avoir votre cuillère en bois, parlescuisine.com. Il suffit tout simplement de nous envoyer un email dans lequel vous allez nous mettre une capture d'écran de l'avis positif que vous nous avez mis sur iTunes. J'ai expliqué il y a quelques épisodes comment faire, c'est pas difficile. Si vous avez un ordinateur ou si vous avez un appareil iPhone ou sur iOS, iPad, etc. Et vous mettez l'avis positif, 5 étoiles c'est toujours très apprécié. Vous faites une capture d'écran, vous nous envoyez ça avec une adresse à laquelle je peux vous envoyer ça et ce sera avec un grand plaisir que je vous l'envoie chez vous. Voilà, gratuit, comme ça. Rien d'autre en échange. Voilà. Merci, à la prochaine. Bye. À la prochaine.